Bonjour à tous. Bamenda, Kumba et d'autres villes anglophones ont vécu ce week-end un déplacement massif des populations vers d'autres régions du Cameroun. Elles redoutent une recrudescence des violences meurtrières après la condamnation à perpétuité contre Sisiku Ayuk-Tabé et 9 de ses partisans du mouvement séparatiste anglophone, reconnus coupables d'apologie du terrorisme, de financement des actes de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Ayuk-Tabé et compagnie écopent d'une amende de près de 250 milliards de francs CFA. Ces différentes sanctions pénales suscitent de vives réactions dans la presse. La Nouvelle Expression constate que les chemins du dialogue s'amenuisent et la rentrée scolaire risque d'être compromise dans les régions anglophones. Le Messager s'interroge sur une parodie de justice qui met en péril le dialogue dans le chaudron de la crise anglophone. Des journaux d'expression anglaise partagent également la même inquiétude au regard des développements judiciaires et du renforcement du dispositif militaire qui, selon ces journaux, remettent les compteurs à zéro dans le processus embryonnaire du dialogue. Cameroun Tribune, quant à lui, publie la réaction du porte-parole du gouvernement à propos de cette affaire, alors que le ministre de la Communication prend acte d'une décision de justice qui, selon lui, a été rendue en toute indépendance. La Nouvelle Expression et le Messager font savoir que de vives tensions ont éclaté à Bamenda au lendemain de la condamnation à perpétuité contre Ayuk-Tabé, des tirs nourris d'armes à feu attribués aux groupes séparatistes qui réclament la libération de leur leader. La ville est certes sous contrôle, précisent ces journaux, mais la peur flotte dans l'air. Quelles sont les implications juridiques et politiques d'une telle sanction pénale dans un contexte de crise sociopolitique au regard de l'impact de cette sanction pénale sur la guerre dans les régions anglophones? Le journal The Guardian Post demande qui conseille le chef de l'État à propos de la crise anglophone. Cette réclusion criminelle à perpétuité pour Ayuk-Tabé est un signal tout aussi inquiétant pour des avocats de Maurice Kamto, ses alliés et d'autres militants du MRC. Pendant que le procès est fixé au 6 septembre 2019, le quotidien Le Jour évoque à sa une la lettre ouverte des avocats français adressée au ministère français des Affaires étrangères pour dénoncer l'arrestation massive d'opposants au Cameroun. Dans les couloirs de la justice camerounaise, un célèbre homme d'affaires, Yves-Michel Fotso, condamné à vie, a bénéficié d'une évacuation sanitaire et l'information a été évoquée dans la presse cette semaine. Au-delà des dessous concernant cette situation, il y a également dans les journaux une situation confuse qui a été évoquée. Cette sommet, c'est ce bras de fer apparent entre la présidence de la République et le gouvernement à propos d'éventuels changements des directeurs généraux et PCA ayant battu le record de longévité à la tête des structures publiques. Dans les couloirs de Cameroun Tribune, le professeur Magloire Ondoa, constitutionnaliste, rappelle que la loi fondamentale reconnaît la prééminence au président de la République en matière de désignation des dirigeants des organes sociaux d'entreprises publiques. Pourtant, leur mandat est forclos. La longévité de ces dirigeants d'entreprises publiques est-elle en adéquation avec la rentabilité de ces structures? Qu'est-ce qui explique cette déchirure dans le sérail à propos des nominations au sein des entreprises publiques? Ces questions constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Maître Emmanuel Pincy. Bonjour Cédric et bonjour à vous millions de téléspectateurs. Bonjour Maître Emmanuel Pincy, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, membre de la commission communication et marketing au comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais dire que cette actualité est très importante. On reviendra dessus. Je dois dire que je n'ai pas, on en parlera tout à l'heure, je n'ai pas très bien compris le professeur Ondoa, tout simplement parce que personne ne peut discuter de la prééminence du président de la République, mais l'application des textes de loi également doivent être également de ceux qui doivent mieux le conseiller. Je ne sais pas ce que ça veut dire lorsqu'on dit que le mandat maximum c'est de 9 ans
et qu'à partir du moment où vous dépassez ce délai, tous les actes que vous prenez sont nuls. Et de parler du président de la République, ça me semble être une analyse qui n'est pas celle d'un juriste qui doit démontrer que la recherche, en tout état de cause, d'autres prérogatives ou d'autres fonctions, ne doit pas avoir une prééminence sur la conformité de la règle de droit. Nous en parlerons, Maître Emmanuel Pensy, dans cette émission. Également présent sur le plateau de droit de réponse, Maître Lavoisier Sapi. Maître Lavoisier Sapi, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je dois, à cette introduction, dire très grand merci à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision qui nous manifestent leur soutien pour la qualité des débats qui sont menés dans cette émission et également pour la contribution que cette émission apporte à la lutte pour un changement démocratique pacifique dans notre pays. Je dois dire que les Camerounais, dans leur très large majorité, vous apprécient, nous apprécient et nous le font savoir très ouvertement de vive voix. Je voudrais leur dire merci. Leurs encouragements nous permettent de persévérer dans cette voie parce que nous pensons que c'est le seul moyen d'apporter la liberté à notre pays. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous faites partie du conseil juridique du SDF, le Social Democratic Front. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau avec nous, Edmond Kambia, consultant sur droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue également les co-panélistes. Bien entendu, mes amitiés renouvelées aux téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ceux qui m'ont souhaité il y a 48 heures seulement un joyeux anniversaire. Je leur dis merci vivement. Également présent sur ce plateau ce dimanche avec nous, Serge Aimé Bicoy, chef service politique et économie sur la radio RTS émettant à Yaoundé. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour Serge Aimé. Bonjour, je fais salut à tous les co-panélistes et à tous les téléspectateurs. Également sur ce plateau avec nous ce dimanche, le 5e panéliste, Maître Roland Dioux. Roland, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes co-panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox et de droit de réponse. Je souhaite à mon Vision joyeux anniversaire à M. Kambia et je lui souhaite le meilleur en cette année de plus que Dieu a bien voulu lui accorder. D'entrée de jeu dans cette émission, ces images des déplacements massifs des populations dans les gares routières à Bamenda, Kumba et d'autres villes des régions anglophones. Avec vous, Maître Lavoisier Sapi, lorsque vous suivez ces populations qui redoutent une recrudescence des violences meurtrières à la suite de la condamnation d'Ayoub Tabé, condamnation à la prison à vie, comment appréciez-vous ces craintes qui vous parviennent des régions anglophones? Bien, c'est une situation à laquelle il fallait s'y attendre. Et je crois que, pour ne pas exagérer, elle est même souhaitée par ceux qui nous gouvernent. Souhaitée parce que le refus par le pouvoir de Yaoundé de dialoguer et de mettre fin à cette guerre, nous ne comprenons pas ce qui explique cette situation. À plusieurs reprises, les émissaires du président de la République ont annoncé un dialogue, mais je dois relever que le chef de l'État en personne lui-même n'a jamais pris la parole pour dire qu'il souhaite un dialogue dans la résolution de la crise anglophone. Maintenant, à l'annonce de ce verdict, les combattants séparatistes qui avaient misé sur la libération de leur leader et l'ouverture d'un dialogue ont, de manière assez ouverte, annoncé des temps extrêmement difficiles pour la population et pour l'armée qui est présente dans ces régions-là. Et je dois dire que le tribunal militaire qui a condamné ces citoyens, le tribunal militaire au Cameroun, c'est une juridiction d'exception. Premièrement, une juridiction d'exception et deuxièmement, c'est une juridiction politique. Pourquoi vous estimez que c'est une juridiction politique alors que le gouvernement estime que la décision a été rendue en toute indépendance?
Oui, le tribunal militaire au Cameroun, c'est d'abord une juridiction d'exception, parce que vous savez, on a dans la nomenclature juridique au Cameroun, nous avons deux types de juridictions. Il y a les juridictions de droit commun, tribunaux d'instance, première et grande instance, cour d'appel, cour suprême, et il y a les juridictions d'exception. Le tribunal militaire en fait partie. Deuxièmement, vous allez constater que le tribunal militaire, la justice militaire au Cameroun est déconnectée de la justice civile. C'est-à-dire que le tribunal militaire ne dépend pas du ministre de la Justice. Ça, c'est la première chose qu'il faut relever. Ni du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats militaires ne sont pas promus par le Conseil supérieur de la magistrature. Deuxième chose, le tribunal militaire est logé dans une caserne militaire. Vous ne les retrouvez pas dans des quartiers, dans des lieux publics comme les tribunaux de droit commun. Et vous savez que les casernes militaires sont gouvernées par une loi, c'est des lieux clos. Vous ne pouvez pas entrer dans une caserne militaire comme si vous alliez au tribunal de première ou de grande instance. Le simple fait que ces juridictions soient logées dans une caserne militaire, ça renvoie à la peur, à la crainte dans l'opinion publique. Mais c'est une réalité. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est que les magistrats militaires, même sortis de l'ENAM, ne prête pas serment devant la Cour suprême. Il prête serment devant le tribunal militaire, selon les règles militaires. Vous ne verrez jamais un magistrat militaire porter une toge. Ils viennent à l'audience en tenue militaire. Allez au tribunal militaire et regardez. Les magistrats militaires ne portent pas de robe, comme les magistrats civils. C'est bien pour marquer le caractère militaire de ces juridictions. Autre chose, le tribunal militaire. Devant le tribunal militaire, c'est le ministre de la Défense qui engage les poursuites. Le ministre de la Défense est un homme politique, ce n'est pas un magistrat. Et le ministère de la Défense est un ministère délégué à la présidence. En d'autres termes, le président de la République, qui est un homme politique, qui est chef des armées, est en même temps le chef suprême de la juridiction militaire au Cameroun. Donc si déjà l'action publique peut être mise en mouvement devant le tribunal militaire par un homme politique qui n'est pas magistrat, parce que le MINDEF, aucun MINDEF n'a jamais été magistrat. Si une personnalité politique peut mettre en mouvement l'action publique, peut mettre en mouvement les poursuites, s'il peut les arrêter sur instruction d'un autre homme politique, fût-il chef de l'État devant le tribunal militaire, vous comprenez que c'est une juridiction qui a un caractère purement politique. Et pour mieux asseoir le caractère politique et la soumission des tribunaux militaires au Cameroun, les pouvoirs publics, depuis la réforme de 2008, la loi 015 du 29 décembre 2008 qui porte organisation du tribunal militaire, cette loi dit que le tribunal militaire de Yaoundé a une compétence nationale. Alors qu'il y a les tribunaux militaires dans chacune des régions. Pourquoi le tribunal militaire de Yaoundé a une compétence nationale? On vous dit, quand il y a des cas qui concernent l'atteinte à l'ordre public. L'atteinte à l'ordre public, c'est quoi? C'est les manifestations, c'est les marches et les manifestations, les réunions, par les partis politiques, les politiciens. On vous dit quand des politiciens font des manifestations, si c'est illégal, ça relève désormais du tribunal militaire de Yaoundé, même pas du tribunal militaire de la région où ces gens ont fait cette manifestation. Ça voudrait dire que, ça voudrait marquer le caractère, ce caractère spécial du tribunal militaire de Yaoundé, marque la soumission de ce tribunal aux autorités politiques qui sont en charge de la gestion des tribunaux militaires du Cameroun. Et à ce propos, il y a cette réaction du gouvernement, en porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui prend acte d'une décision rendue en toute indépendance. Maître Emmanuel Pansi, vous venez de suivre Maître Lavoisier Sapi, qui évoque le caractère politique, la décision qui a été prise, sanction pénale, condamnation à perpétuité contre Ayouk Tabé. Est-elle une décision politique ou alors celle d'une décision de justice rendue en toute indépendance? Bon, je dois dire que Maître Tchapi vient de faire un réquisitoire implacable contre la juridiction militaire. C'est vrai qu'il a cité un texte qui est déjà dépassé, puisque maintenant nous avons la loi numéro 2017, barre de fraction 012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire.
par rapport à celle qu'il a citée. La deuxième chose, je tiens à lui rappeler qu'il y a eu un magistrat qui a été ministre de la Défense. C'est le garde des Sceaux actuel, M. Laurent Esso. Donc il ne peut pas dire qu'aucun magistrat n'a jamais été ministre de la Défense. La troisième chose, je dois lui dire également que nous venons de perdre un très haut magistrat qui s'appelle M. André Belombe, président de la Chambre administrative, qui fut pendant presque 15 ans directeur de la justice militaire. Et que tous ces magistrats militaires, souvent, les juridictions militaires sont souvent présidées également par les magistrats civils. Ça, je crois que Tchapi a peut-être fait une... Je sais qu'il est souvent de bonne foi et qu'il a oublié de le dire parce qu'il est un peu passionné. Mais quand on est passionné, la passion appelle également ce qu'on appelle la déraison. Parce que je comprends très bien la hargne qui met dans ses propos sur cette condamnation qui, à mon sens, me semble être tout à fait conforme aux droits positifs en vigueur compte tenu des infractions qui sont caractérisées. Je dois rappeler que Sissou Abbé a fait des choses excessivement graves. Il a même dit qu'il donnait des primes à ceux qui tuaient les militaires. On a vu les militaires avec des têtes coupées. On a vu des choses invraisemblables. Pourquoi on attaque les enfants qui vont à l'école? Donc c'est quelque chose que mon ami Tchapi Lavoisier ne peut pas accepter puisqu'il a des enfants. J'ai vu d'ailleurs avec la photo avec son enfant qui est maintenant plus grand que lui, qu'il a publié sur Facebook. Pour vous dire que, en tout état de cause, nos enfants doivent grandir. Ils doivent grandir dans l'éducation. Et lorsqu'on plonge toute une région dans une misère, et que ceux qui ont appelé à la tuerie, je rappelle tout simplement à mon cher ami les dispositions légales sur le terrorisme, la loi sur le terrorisme, qui effectivement va également dire qu'il ne l'aime pas cette loi-là, mais elle existe également en France. Et aux États-Unis, elle est encore beaucoup plus sévère. Donc, les décisions qui ont été rendues par rapport aux infractions qui sont caractérisées me semblent être justes par rapport aux droits positifs. Moi, je n'ai pas, sur cette affaire-là, d'état d'âme. Vous appelez à tuer, on tue. Vous faites en sorte que toutes deux régions entières sont dans une misère inconsumable. Vous voyez ce qu'est devenu le sud-ouest. Vous voyez ce qu'est devenu Bamenda. Vous voyez la CDC qui a fermé. C'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui ont commencé au gouvernement. Pas du tout. C'est la faute au gouvernement. C'est ce que vous dites. Oui. Laissez-moi terminer. Vous avez pas résoudre cette crise. Je vous en prie, Maître Tchapi, permettez à Maître Emmanuel Prince de s'exprimer. Moi, je crois qu'il faut être démocrate. L'armée massacre des civils. Je vous en prie, Maître Tchapi, je vous en prie. Il faut le reconnaître. Maître Prince à la parole. La violence de l'armée est une violence légitime. Et on ne peut pas tuer les militaires, tuer les populations et rendre la situation de la guerre. Je ne sais pas si vous approuvez. Tout à l'heure, je ne sais pas. Je voudrais quand même que le SDF ait un langage qui soit cohérent. L'autre jour, nous avons votre ministre Chado Cabinet qui était là, qui lui disait qu'il était contre tout ce que ces personnes-là ont fait contre l'armée camerounaise. Et vous venez ici, vous êtes contre l'armée camerounaise. Je suis contre le massacre des civils innocents par l'armée. Non, les militaires ne tuent pas les innocents comme vous le croyez. Ils sont là pour la force légitime. Et il faut faire très attention de ce que vous faites. Ou vous faites l'apologie, ou vous faites force légitime. l'apologie. Je vous en prie, monsieur, restons sur la question de fond concernant la décision de justice. La décision, c'est une bonne décision qui est conforme à la loi en vigueur. On a suivi les avocats d'Ayoub Tabé évoquer des irrégularités dans les procédures concernant cette affaire face à l'État du Cameroun dans le cadre de la justice militaire. Ils avaient récusé certains magistrats qui étaient en charge de cette affaire. Ils ont évoqué les conditions d'arrestation, de transfert au Cameroun, de détention également, de procédures ayant conduit à cette condamnation. Est-ce que ces exceptions qu'ils ont soulevées peuvent être prises en compte? Je dois d'abord dire que je déplore l'attitude des avocats, de ces avocats parmi lesquels il y avait un bâtonnier, et l'erreur qu'ils ont eu à commettre. Parce que les récusations d'un magistrat sont régies par les dispositions d'articles 591 à 599 du Code de procédure pénale. Il y a eu dans cette affaire des débats. Et on a soulevé des exceptions. Et la récusation se fait à un moment donné. Elle est déjà tardive.
La deuxième chose, pour récuser un magistrat, il faut un juste motif qu'ils n'ont pas donné. Autre chose, il y a une procédure pour faire la récusation. Elle est simple. Elle est prévue par les dispositions de l'article 594. La demande de récusation est écrite et adressée en 2 exemplaires au président de la cour d'appel lorsqu'elle vise un magistrat de cour que le président ou le magistrat d'un tribunal du ressort. Et quand ils le font, la copie est également adressée par le requérant au magistrat concerné. La demande doit à peine d'irrecevabilité désigner nommément le ou le magistrat visé et contenir l'exposé des moyens invoqués dans ainsi que toutes les juridictions utiles. Mais quand on fait ça, la récusation, il y a une procédure pour la récusation. Vous ne venez pas vous dire je récuse le magistrat et que vous balancez la lettre sans avoir respecté la procédure. Donc, à mon avis, il y a, je n'aime pas le dire, une erreur et une faute professionnelle qui a été commise par ces avocats-là, qui ont jeté en pâture leurs clients après avoir soulevé des exceptions, après avoir soulevé l'incompétence. Je veux bien, ça qui vient d'en parler. Bon, ils disent, on est contre le tribunal militaire, le Cameroun a signé un certain nombre d'accords internationaux. Bon, voilà des arguments que vous prenez, mais vous ne venez pas dire, je recuse les magistrats, et puis, en ne respectant pas les codes de procédure, vous friez la juridiction, vous laissez en pâture vos clients en étant arrogants envers les magistrats qui ont rendu les décisions en appliquant la loi. Justement. Et je rappelle que les textes, je vais les rappeler tout à l'heure, on va prendre le code pénal pour vous lire la sanction qu'il devait avoir, c'était la peine de mort. Bon, on est arrivé à la peine à vie, et je pense que ces magistrats, c'est une peine, à mon avis, qui est inférieure à ce qu'il aurait pu faire, parce qu'il aurait pu le faire normalement. Réclusion criminelle à perpétuité. Attendez, je vais terminer en 30 secondes. Le chef d'État, le président de la République, depuis qu'il est là, il n'a jamais eu de peine de mort ni d'exécution de la peine de mort. Donc parce qu'il est foncièrement contre. Et sur ce point-là, je voudrais quand même qu'ils prennent le courage, qu'on prenne le courage d'amender nos textes de loi, le code pénal, et supprimer la peine de mort. Lorsqu'en France, Robert Badinter a supprimé la peine de mort, a fait ça, tout le public était contre. L'opinion était pour la peine de mort, mais lorsqu'on est et qu'on gouverne, ce n'est pas l'opinion qui doit vous guider. Je rappelle Gaston Bachelard, l'opinion ne pense pas, l'opinion pense mal. Si vous avez une grande vision politique, vous devez prendre des décisions. De même, on en parlera tout à l'heure. Avoir la réaction sur ce sujet de Maître Roland Djehou concernant cette condamnation à perpétuité contre Ayoub Tabé. Il y a une réaction du MRC et ses alliés au sujet de cette affaire. Quelle est cette réaction? Alors, évidemment que nous n'avons pas compris, nous, MRC, qu'on puisse, dans un contexte où on parle à la fois de dialogue et d'apaisement, en arriver à avoir une condamnation comme celle-là, d'ailleurs par un tribunal militaire que tout le monde sait ne pas être compétent pour juger des civils. À la suite de Maître Pensy, j'aimerais peut-être soulever une question qui va paraître anecdotique, parce qu'il a indiqué que, si je le suis bien, le tribunal militaire serait même plutôt clément, parce qu'il aurait pu appliquer la peine de mort, il a préféré appliquer la condamnation à perpétuité. Mais quand on se penche sur l'autre versant de la condamnation, c'est-à-dire l'amende, pour être sûr que j'ai bien compris cette décision, il s'agit d'amende et pas de dommages-intérêts. Oui. Très bien. Et s'il s'agit donc d'amende, comment se fait? Est-ce que le code pénal camerounais a prévu des amendes en milliards, en centaines de milliards? Si c'est prévu, j'apprendrai cet après-midi de vous, cher maître. Mais il est lisez le code déjà. Oui. Si vous avez, si on a limité. Voilà. Est-ce qu'on a limité le montant des amendes? On limite la durée de la condamnation, on limite le montant des amendes. On C'est dit pas de prévu. temps à temps. Oui. La contrainte par corps. Non, c'est pas la même chose. Je vous en prie, monsieur. De toutes les Permettez façons. à Maître De toutes les Roland façons. d'aller De toutes sur les le façons. sujet. La Maître Roland, J'aimerais indiquer par là que Contrainte c'est par une corps, habitude que ce régime a déjà. C'est devenu ses habitudes que de refaire le code pénal, que de refaire nos lois quand ça leur chante. Rappelez-vous que devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, nos camarades avaient été condamnés à 12 mois d'emprisonnement pour des infractions de manifestations interdites, alors que le quantum de la peine prévue est de 6 mois. Nous avons déjà l'habitude de ce genre de choses. Mais plus dans l'analyse politique, je crois qu'il faut dire que ce gouvernement
est dans le tout répressif et dans le tout judiciaire. Vous avez des gens qui considèrent que la seule solution à un problème qui, du reste, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui, est un problème politique, c'est de sortir les gros bras, c'est de montrer les muscles. Sur le terrain de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, on sort les bras, on sort les muscles. On a d'ailleurs créé une nouvelle unité du BI, etc., etc. Sur le terrain judiciaire, on fait de la surenchère. On convoque des gros mots, des grosses condamnations pour terroriser davantage les populations. Et on convoque des questions qu'on a totalement galvaudées quand on parle de violence légitime. Si la violence légitime peut être magnanime et condamnée à perpétuité plutôt que de condamner à mort, la même violence légitime tire sur des personnes en disant qu'elles sont coupables. Comment fait-elle pour identifier sur le front des personnes qui sont tuées au quotidien dans ce qui est désormais une crise humanitaire que tel est un sécessionniste armé, tel est un sécessionniste non armé, tel est simplement fédéraliste, tel autre est simplement anglophone, tel autre est simplement citoyen du Cameroun habitant les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cet amalgame qui consiste précisément à ne pas vouloir adresser la question politique fait qu'on a la crise humanitaire. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. On est contre la sécession, nous tous. En tout cas, autant que je le sache. Ce n'est pas l'objet du débat. Mais est-ce qu'entre dire pour quelqu'un, est-ce que pour quelqu'un dire qu'il est nostalgique de l'époque ou d'une certaine idée selon laquelle il serait dans un pays indépendant et prendre des armes pour revendiquer cela, vous pensez qu'exactement c'est la même chose? Je veux dire quoi? Je veux dire que le débat politique consisterait par exemple à dire à celui qui pense qu'il faut la sécession, mais qui n'a pas pris les armes pour ça, d'avoir une discussion avec lui, d'abord pour qu'il explique pourquoi est-ce qu'il pense qu'il faut la sécession, et ensuite, on l'aura convaincu de ce que la sécession n'est pas la solution. Celui-là est foncièrement différent de quelqu'un d'autre qui a des armes et qui vous dit « je combats pour l'indépendance de mon pays ». Vous voyez qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On a discuté avec le consortium de la société civile anglophone, les maîtres Félix Kongo Akbobala et ses confrères de ces organisations-là, Fontem Neba, Afoteka et d'autres personnalités de la société civile, et on les a confondus le lendemain, c'est-à-dire après la discussion, à des terroristes. Après avoir discuté avec eux, on les a confondus le lendemain avec des terroristes, parce qu'on les a pris, on les a traduits devant un tribunal militaire, on les a accusés de terrorisme, etc., pour les libérer quelques mois plus tard, dit-on, par magnanimité. Mais la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'on a manqué de lucidité au moment où on les arrêtait, pour finir par trouver qu'il n'y a rien à leur reprocher, pour les libérer plus tard? C'est donc de ça qu'il est question quand on parle du problème. C'est le même débat, c'est la question Je vous en prie, Maître Bessi. Apparemment, il n'a pas répondu à cette question. Maître Bessi, permettez-lui de développer. Mais allez, Roland, parce que moi, je n'ai rien compris. Je vous en prie. Roland, vous avez la parole. J'aimerais convier je souhaite qu'il lui réponde à la question. Je vous en prie, J'aimerais maître. convier mon Permettez-lui d'aller jusqu'à mon confrère aîné pour qui j'ai beaucoup de respect à faire deux choses. La première chose, c'est de suivre et d'être attentif. Non. Parce que s'il confond ou s'il prête aux téléspectateurs son incompréhension, ça risque d'être un problème. La deuxième chose, je ne comprends pas. La deuxième chose, c'est de me laisser élaborer. Vous avez évoqué tout à l'heure un concept qui sonne faux dans la bouche d'un RDPC, c'est la démocratie. Et c'est vous qui donnez l'exemple de celui-là qui ne peut pas respecter le temps de parole de l'autre. Si je suis hors sujet, Maître Pensi, répondez à la question. Si je suis hors sujet, je ne suis pas sûr que c'est vous qui devez en juger. Je n'en suis pas si sûr que ça. Laissez donc le modérateur me rappeler à l'ordre. Il a demandé mon sentiment concernant la condamnation de M. Ayoub Tabé. Voilà ce à quoi je réponds. Et si ça vous gêne tant que ça, que l'on puisse argumenter, faites comme vous avez la parole. Allez-y. Je termine sur cette mise au point parce que je crois qu'elle vaut la peine.
vous souffrirez, chers confrères, que je fasse cette mise au point. Je ne souffre pas. Ah bon, ça se voit très bien que... Allez-y, Roland, allez-y, vous avez la parole. Allons droit au but. On peut tout à fait faire comme votre ministre de l'administration territoriale a dit, c'est-à-dire qu'on peut tous se mettre d'accord sur ce plateau qu'il n'y a rien qui marche mal au Cameroun. Si c'est ça que vous voulez entendre, ok, disons-le, tout va bien, c'est une jolie condamnation. Ça vous va compter 5 minutes. Hein. Alors, pour finir, je dis simplement, et je complète, bon, je complète pas, je vais à la suite de Maître Sapi qui indiquait tout à l'heure toute la difficulté qu'on peut avoir face à une décision du tribunal militaire qui condamne les civils. C'est qu'en plus, en parlant d'indépendance de la juridiction, contrairement à ce qu'a bien voulu vanter M. Sadi, c'est que non seulement c'est M. Biya qui poursuit, mais c'est aussi lui qui condamne. Parce que lorsque le tribunal militaire, c'est-à-dire cette fois-là en formation de jugement au siège, dépend hiérarchiquement du ministre ou du ministère en charge de la justice militaire, qui se trouve être au Cameroun, le ministère de la Défense, qui est un ministère délégué à la présidence, dont les carrières dépendent non pas du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est le cas pour les magistrats civils, même si on peut questionner le fait que le président de la République soit encore le patron du Conseil supérieur de la magistrature, au moins on peut comprendre qu'il ne soit pas seul dans ce conseil. En ce qui concerne les magistrats militaires, en revanche, c'est plus flagrant parce que eux, ils n'ont même pas à répondre devant une telle instance. Leur carrière dépend exclusivement du bon vouloir de leur patron hiérarchique qui se trouve être le président de la République. Donc il poursuit d'une main et il frappe en condamnant de l'autre. Et son ministre de la Communication vous dit que la justice est indépendante. C'est un paralogisme au minimum. Vraiment au minimum. Maître Pensi a indiqué tout à l'heure que les juridictions militaires sont souvent... Je vous en prie, Maître Pensi. Répondre à la question. Permettez-lui d'aller. Sont souvent présidés par des magistrats civils. Il a prétendu tout à l'heure que l'oubli éventuel de Maître Tapi serait un oubli lié à la passion. Mais il a oublié lui aussi de dire que même quand les juridictions militaires sont présidées par un magistrat civil, il a des assesseurs. Il a 2 assesseurs militaires et les décisions sont délibérées. Elles ne sont pas faites de la volonté du seul magistrat civil qui serait dans cette composition. Et il le sait. Même les juges militaires. Vous évoquez le caractère des juges civils. Maître Pensi, vous évoquez le caractère. Maître Pensi, je vous en prie. Avec tout le monde. Je vous en prie. Au-delà de cette bataille, messieurs, je vous en prie, au-delà de cette bataille sur le caractère politique et indépendant du tribunal militaire, Edmond Kambia, quel est l'intérêt d'aller vers une telle condamnation d'Ayouk Tabé, qui, pour le gouvernement, est l'un des principaux artisans de l'escalade des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone, au regard des chefs d'accusation retenus contre lui, apologie du terrorisme, financement d'actes de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Quel est l'enjeu d'une telle décision dans ce contexte, Edmond Kambia? Oui, et il faut le dire, cette décision a surpris beaucoup d'observateurs, beaucoup de Camerounais, notamment ceux de la société civile, comme ceux des partis politiques, et même le profane dans le contexte sociopolitique actuel qui est très tendu, où la rentrée scolaire qui va avoir lieu dans quelques jours dans tout le territoire national risque de ne pas avoir la même sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où on assiste à des mouvements massifs de population des régions du sud-ouest et du nord-ouest vers les régions limitrophes francophones. Ça, c'est la première observation qu'il faut faire, notamment avec ce qu'on a vu quelques heures après cette décision à Bamenda. Il y a eu des coups de feu qui montraient, il faut le dire, la désapprobation, le mécontentement de certaines parties de la population, notamment de certains groupes armés, par rapport à cette décision qui a été prise. Maintenant, dans l'analyse du citoyen ou de l'analyste que je suis, on peut interpréter cette décision de 2 façons. Il peut avoir une perception positive, mais aussi et surtout une perception négative. Je commence par la perception positive. Vous savez, nous sortons d'une période au cours de laquelle il y a eu quelques événements, notamment dans les prisons de Nkondengui, où il y a eu des mutineries, il y a eu des blessés, il y a eu tout ce que l'on peut imaginer. On a surtout noté ce qui est ressorti comme l'une des principales leçons de ce qui s'est passé en Nkondengui, les lenteurs judiciaires, les lenteurs. Donc,
il faut lire parmi toutes les grilles de lecture possibles de la décision qui a été prise au tribunal militaire, le souci d'aller vite dans le dossier concernant Ayoub Tabé et ses camarades. Parce qu'on tourne en rond depuis un certain temps. On ne savait pas si on va finalement aller le juger, le condamner ou ne pas le condamner. Donc l'une des leçons, c'est qu'il fallait aller le plus vite possible. Et je pense que par rapport au lenteur judiciaire, il y a une évolution pour ce cas précis. Il fallait aller jusqu'au bout. Ou le condamner, comme on le voit, il a été effectivement condamné, ou alors ne pas le condamner. Mais, dans la décision de condamnation, qui me semble excessive, je suis de ceux qui pensent qu'elle est excessive, que ce soit la condamnation à vie ou la condamnation à mort, puisque ça aurait pu être l'une comme l'autre, les deux sont des condamnations excessives. Excessives parce que nous nous situons, il ne faut jamais lire une décision en étant en dehors du contexte sociopolitique. Je reste dans le contexte sociopolitique pour dire que, au-delà du fait qu'il y a une évolution, il y a quelque chose de positif, parce qu'on a réduit les lenteurs judiciaires par rapport à ce dossier, il faut dire et rentrer pleinement dans l'aspect négatif. Mais avant d'entrer dans l'aspect négatif, je voudrais dire qu'en évoluant par la condamnation de M. Ayoub Tabé et de ses camarades, certains pensent que si le dossier avance très vite, il y aura forcément appel à la décision, il y aura une condamnation, certes, probablement définitive. À ce moment-là, le président de la République aura la possibilité, n'est-ce pas, d'utiliser son pouvoir de grâce présidentielle. Et si nous restons dans la première logique, si ça va vite, si la condamnation est maintenue en dernier ressort, le président de la République peut juger de l'opportunité de le gracier en tenant compte du conseil sociopolitique. Ça, c'est la première perception positive par rapport à l'accélération du dossier. Maintenant, la perception négative, elle est plus forte, la perception négative. Et dans la perception négative, il faut le dire, très peu de personnes s'attendaient à ce qu'une décision comme celle-là puisse être prise dans le contexte où nous nous trouvons. Je parlais tantôt de la rentrée scolaire. Pour rassurer les parents dans le nord-ouest et sud-ouest de la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Pour envoyer un message même aux groupes armés séparatistes que ce qui a été amorcé en Suisse, on parlait un début de dialogue, est sérieux. Nous allons prendre une décision que le juge, s'il est indépendant, prendra une décision qui montre qu'en réalité, il y a un souci d'aller vers le dialogue. Or, cette décision ne montre pas le souci d'aller vers le dialogue. Cette décision ne montre pas le souci de décrisper la situation. Cette décision est une forme de radicalisation, de durcissement du régime, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand je dis par rapport à la communauté internationale à l'extérieur, ce qu'il y a eu depuis quelques mois, un balai diplomatique, il y a eu des propositions, des recommandations, des résolutions prises par le Parlement européen. On a vu les deux décisions de la Chambre des représentants du Congrès américain, du Sénat américain. On a vu la descente sur le terrain au mois de mai de Michelle Bachelet, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Et tous ces mouvements-là visaient à encourager deux choses. La décrispation du climat politique par la libération et des prisonniers politiques et des prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On n'a pas vu tout cela. Et c'est pour cela que je pense que la perception négative est plus grande. Et c'est un questionnement qu'il faut avoir. Où est-ce qu'on veut en arriver? Est-ce que cette décision qui est prise montre que l'on va vers le dialogue? Est-ce que cette décision montre qu'on veut décrisper la situation ou pas? J'ai l'impression et je crains que les réponses soient négatives. À votre suite, Serge Mibikoy, quel agenda êtes-vous en train de percevoir à travers cette décision de justice, sanction pénale lourde, selon Edmond Kamdia, la condamnation à perpétuité contre Ayoub Tabé, reconnu coupable de terrorisme, de sécession et d'hostilité contre la patrie? Bien, c'est vrai que j'ai suivi tout à l'heure un regard éminemment juridique sur ce procès. Moi, je ne voudrais pas davantage basculer dans ce terreau. D'abord, je ne suis pas juriste, mais ça va nous permettre davantage d'analyser la triple dimension sociale, politique et éventuellement culturelle de ce procès. Parce qu'il faut d'abord que l'on statue sur un ensemble d'indicateurs factuels que nous avons vécu à Yaoundé.
moi je viens de Yaoundé, il faut que l'on table davantage sur un ensemble de détails sur ce qui s'est passé pendant les 13 heures, les 17 heures, allais-je dire, du procès, et de voir maintenant comment on peut analyser un ensemble d'indicateurs formels pour justement basculer dans l'interprétation du fond. Sur le plan de la forme, à mon sens, il faut d'abord constater que les avocats de la défense avaient davantage émis des réserves, notamment celles portant sur la récusation du juge militaire, dont les uns et les autres ont parlé ici, là. Sauf que tout à l'heure, c'est vrai que Maître Pensi mais a déconstruit la procédure sur laquelle les avocats de la défense avaient insisté. Mais il faut relever que les avocats m'ont fait savoir que la récusation avait justement été envoyée par voie postale. Parce que c'est un élément qu'il faut relever et les uns et les autres ont justement parlé de ce que cet élément relève également de la loi. Je ne suis pas juriste, peut-être on pourra justement lancer le débat à ce niveau. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que lorsque l'on parle justement de cette récusation, là, il était question de douter de l'impartialité du juge militaire. C'est-à-dire que on peut davantage soupçonner les mécanismes de cohésion, d'amitié ou bien d'hostilité de ce juge à l'égard de ceux qui sont considérés comme des prévenus. C'est pour cela que cette récusation avait justement été déposée. Mais maintenant, par la suite, lorsque l'on relève ces aspects-là, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut davantage créer une corrélation entre la dimension politique du procès et la dimension juridique. Parce qu'il ne faut pas seulement que l'on focalise l'attention sur la dimension éminemment juridique du procès, alors qu'en réalité, il y a également un sous-bassement politique que l'on peut mettre en parallèle. Comment vous l'avez déchiffré, justement? Quand je parle du sous-bassement politique, il faut relever qu'on ne peut pas aujourd'hui analyser ex cathedra le procès des leaders anglophones en se focalisant seulement sur la dimension juridique. Qui aujourd'hui est l'instigateur du procès? Qui est derrière ce procès? Quels sont les différents marrons de la chaîne? On sait aujourd'hui que le tribunal militaire est régi par un individu qui est à la tête du pouvoir, qui peut avoir des influences sur le fait de statuer sur une décision déterminée. On sait également que le tribunal militaire, comme le disait tout à l'heure Maître Tchapli Lavoisier, juridiction d'exception, juridiction politique. Même si ça ne peut pas rencontrer l'assentiment des uns et des autres. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la façon dont le problème anglophone aujourd'hui est traité, parce qu'il ne faut pas seulement que l'on focalise l'attention sur le procès en tant que tel, mais mettre en parallèle des déterminants qui sont pluriels. Dans ce problème anglophone, il y a des déterminants politiques, il y a des déterminants sociaux, il y a des déterminants économiques, entre autres. Si aujourd'hui on rassemble ces éléments, vous verrez qu'on ne peut pas seulement statuer sur la loi. Parce que la loi peut être influencée subjectivement ou objectivement par les éléments judiciaires. Et si l'on rentre justement dans ce sens, vous constaterez qu'aujourd'hui, lorsque l'on attaque, lorsqu'aujourd'hui on statue sur le cas des leaders anglophones, il faut relever que d'abord c'est une affaire politique. À partir du moment où c'est une affaire politique, on peut vitalement établir une corrélation avec les éléments politiques de ce procès. À savoir que qu'est-ce qui est reproché aux uns aux autres? Hostilité contre la patrie, sécession, terrorisme, entre autres. Est-ce que ces indicateurs sont exclusivement juridiques? Il y a également des éléments politiques dans cette affaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'on tape cette affaire, moi je pense que même l'analyse de l'incidence sociale, c'est pour cela que vous avez justement abordé ce sujet en insistant sur le cas des milliers de déplacés constatés ces derniers jours. Ça relève de l'incidence sociale, de la décision de justice qui a été prise en semaine. C'est parce que les populations ont peur. Les populations sont angoissées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette décision-là, on peut davantage vivre dans la tranquillité, alors qu'à l'heure actuelle, il y a toujours des cas de violence qui sont perpétués depuis 3 ans déjà dans les zones anglophones. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la crainte que l'on peut davantage exprimer. Et en matière d'incidence sociale, vous verrez qu'aujourd'hui, les populations qui sont aujourd'hui confrontées à une certaine vulnérabilité vont continuer justement à quitter les zones anglophones pour justement aller dans d'autres contrées, urbaines ou bien périurbaines ou bien même rurales, parce qu'en réalité, il y a un problème de fond qui se pose. Donc, ne focalisons pas seulement l'attention sur la loi, ou du moins sur ce que prévoit la loi, mais établissons également des corrélations entre le judiciaire et le politique, et dans entre le judiciaire et les déterminants pluriels. Et dans ce cas, dans cette affaire. Et dans ce cas, Serge, mais quel est le signal politique que le gouvernement veut envoyer à travers une décision de justice comme celle-là? Il faut constater que, à partir du moment où nous sommes aujourd'hui,
dans une gouvernance qui est éminemment répressive. Le signal vise davantage à créer un environnement de terreur, d'horreur, de peur systématique de ce qui pourrait justement survenir. En fait, c'est le déclencheur pour montrer véritablement aux sécessionnistes, aux populations que dans les jours à venir, il faut faire attention. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, et Edmond, comme il le relevait tout à l'heure, il faut tenir compte également du contexte sociopolitique qui prévoit à l'heure actuelle. Au moment où l'on est en train de vouloir vibrer au diapason de l'apaisement sociopolitique, du dégel de l'atmosphère politique, ou encore de la décrispation de l'atmosphère politique, il n'est pas question aujourd'hui de trouver des décisions considérées comme maximalistes ou bien radicalistes. Parce qu'en réalité, il faut relever que c'est une condamnation essentiellement répressive. Lorsque l'on parle de condamnation à vie, assortie d'une amende de 250 milliards, dans l'imaginaire collectif, c'est une condamnation excessive. Parce que si l'on table justement sur ces deux paliers, d'abord condamnation à vie, d'une part, et d'autre part, 250 milliards, sans oublier même le coût du procès qui s'évalue à 12 milliards, il faut également le relever. Oui, les dépens. Les dépens. On est là dans une gouvernance répressive qui opte pour la dimension de la radicalisation. On est là dans le maximalisme. Parce qu'en réalité, c'est ce maximalisme-là qui peut entraîner justement des conséquences sociales préjudiciables. Au point où aujourd'hui, l'on peut craindre l'absence du dialogue finalement. Parce que tel que nous sommes en train d'évoluer là, c'est pour communiquer le message suivant lequel, en fait, il n'y aura pas de dialogue. Alors, vous venez d'évoquer les implications politiques. Avec vous, Maître Lavoisier Sapi, on a suivi la réaction du premier vice-président du SDF qui estime que c'est une faute politique de la part du gouvernement d'avoir permis une telle décision de justice. Pourquoi cette prise de position au sein du SDF? Oui, je voudrais d'abord relever que, pour répondre à mon grand frère Maître ainsi que la vocation du militaire, ce n'est pas de juger. Le militaire est formé pour faire la guerre, pour défendre le territoire national, pour défendre les institutions de la République. Le militaire n'est pas formé pour juger. Et je crois que cette fois-ci, je ne me trompe pas, pour dire que le dernier tribunal militaire en France a été supprimé en 1992. Depuis 1992, il n'y a plus de tribunaux militaires en France. Puisque nous disons que nous sommes le produit de la France. D'ailleurs, notre chef de l'État avait dit qu'il est le fils politique de François Mitterrand. Non. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Le meilleur élève de François Mitterrand. Il y a peut-être une différence. Donc, oui, s'il le dit, ça veut dire que nous prenons la France pour modèle. Si la France a supprimé les tribunaux militaires, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut supprimer la peine de mort. Mais conseillez aussi à M. Paul Biya de supprimer les tribunaux militaires au Cameroun. Ce serait une bonne chose. Parce que la vocation du militaire, ce n'est pas de juger. Maintenant, je pense que Cédric... Aux États-Unis, est-ce que ça existe, la cour martiale? Oui, c'est une cour martiale, ce n'est pas un tribunal militaire. C'est pas un tribunal militaire. C'est pas un tribunal militaire. Les militaires ne sont pas dedans. On peut bien créer des chambres, on peut bien créer au ministère de la Justice des chambres spécialisées. Ok. Au ministère de la Justice. Tout doit dépendre de la justice. On ne peut pas avoir des justices parallèles au Cameroun. Alors, moi, je pense que le SDF souffre énormément de la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et c'est pour ça que, au cours de toutes les réunions du comité exécutif national du SDF, nous avons toujours fait pression sur le régime pour qu'on ouvre le dialogue et qu'on discute de la question anglophone. Il vous souvient que le président Froundi lui-même, le chairman, est allé à la présidence. De vive voix dire à M. Paul Biya, il faut régler le problème anglophone. Parce qu'il y a un problème anglophone. Quoi que vous dites. Le président l'a reçu. Il y a un problème anglophone. Le président l'a reçu. Le président l'a reçu, mais ne l'a pas écouté. Il y a un dialogue. Mais ne l'a pas écouté. Puisque c'était avant l'escalade militaire. Et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave. Parce que, vous le savez, confrères, il n'y a que 2 tribunaux dans le nord-ouest qui fonctionnent à l'heure où nous parlons. Le tribunal de Bamenda et le tribunal de Kumbo, de Nkambe. Toutes les autres juridictions ont cessé de fonctionner. Vous savez qu'à l'heure où on parle dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, les mairies ne fonctionnent plus. C'est les Ambazoniens
qui dictent leurs lois, qui collectent les impôts dans les marchés et dans les boutiques. Pour ce qui en reste, pour les boutiques que l'armée n'a pas brûlées. Ah. Vous le savez. Donc, et les Amazoniens n'ont pas brûlé. Vous savez que si vous descendez à Bamenda maintenant, vous ne pouvez pas aller à Bali, qui est à 20 km. Vous ne pouvez pas aller à Fundong ou à Ndok, qui sont à 30 km de Bamenda. Vous ne pouvez pas. Vous le savez. Donc, on est dans une situation d'insécurité totale, dans une situation de guerre permanente dans ces régions-là. Et la décision qui a été prise par le tribunal militaire de Yaoundé, je le dis, c'est une décision politique. Parce que la décision de condamnation des sécessionnistes est dictée par les pouvoirs politiques. Et je le dis sans embâche, la décision vient de la présidence de la République. Pour quel intérêt? Au moment où le gouvernement lui-même prône le dialogue et bat campagne pour la rentrée scolaire dans ces régions. Oui, c'est deux choses qui sont absolument contradictoires. Parce que le RDPC et son gouvernement n'ont jamais, je dis jamais, eu à l'idée de dialoguer pour régler le problème anglophone. Il vous souvient que le président Paul Biya et son gouvernement, c'est des gens qui aiment la force brute. Nous l'avons vécu en 1992 quand Froudi a gagné l'élection présidentielle de 1992. Il vous souvient qu'on a décrété l'état d'urgence dans le nord-ouest, qu'on a encerclé le Tchèman dans son domicile avec plus de 200 personnes. Ils sont restés encerclés. Qu'est-ce qui a sauvé Froudi à l'époque? Les vieilles mères de plus de 70 ans, qu'on appelle Takembeng. Les vieilles mères sont venues encercler les gendarmes et les militaires qui avaient encerclé le domicile de Froudi. Plus de 200 vieilles mères. Elles se sont mises à nu. Elles se sont déshabillées, elles se sont mises à poil, nues comme le verre. Et pendant près de 2 semaines, ces mamans sont restées nues face à ces soldats pour empêcher à ce que le pire n'arrive. Et l'état d'urgence dans le nord-ouest a fait, en 1992, a fait plus de 250 morts. Des gens qui étaient tués, des civils qui étaient tués parce qu'ils manifestaient et s'opposaient à ce que l'état d'urgence soit levé. Il faut refaire l'histoire. Donc, Paul Biya aime la force. Comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Maître Diéou, il aime la force, il aime la violence. Et la décision qui a été prise au tribunal militaire est en droite ligne avec ce que le président Paul Biya et son gouvernement pensent de la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest. On l'a vu avec la décision de Mancho Bibixi. Mancho Bibixi, qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'avoir critiqué la gestion de la ville de Bamenda par le délégué du gouvernement. Mancho Bibixi n'a jamais appelé à une révolte des anglophones, mais tout simplement parce qu'il s'est mis dans un cercueil et a dit que la ville de Bamenda est mal gouvernée, c'est une ville qui est en pleine dégradation, il ne sait pas ce que le délégué du gouvernement fait avec de l'argent. Ça lui a valu un procès au tribunal militaire et une condamnation à 10 ans, parce qu'il a osé critiquer. Maurice Kamto en subit les mêmes effets. L'affaire Kamto et les militants du MSC, c'est la preuve la plus irréfutable que le tribunal militaire au Cameroun, c'est un tribunal politique. Alors, après vous, Maître Emmanuel Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a ces critiques sur le durcissement du ton du gouvernement et le manque de volonté politique pour aller vers l'apaisement dans les régions anglophones. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je crois que Maître Tchapi, que j'aime beaucoup, ne doit plus être avocat, mais il doit être un nouvel historien qui fait ce qu'on appelle du négationnisme. C'est un commentaire? Non, je réponds à la question. Le sujet. Je vous en prie, messieurs. Je réponds à la question parce que quand il raconte les faits, je me demande si nous vivons les mêmes faits. C'est incroyable, cette manière de savoir romancer. Parce que je sais que c'est un avocat qui a beaucoup de talent, mais je ne savais pas aussi qu'il pouvait être un romancier avec autant d'imaginaire dans ses propos. Je dois dire que lorsque le président de la République, qui dit qu'il est mendiant de la paix, il a fait beaucoup de choses très importantes. Tout à l'heure, un de mes adversaires politiques, parce que tous les deux, il n'y a même pas un binôme, il y a un trinôme. Avec Bikoy. Vous risquez de faire l'objet d'une poursuite au tribunal. Il raconte quelque chose d'exceptionnellement grave. Il dit que c'est le président de la République qui a dicté la décision. Je le dis aussi. Non, ça n'a pas de sens. Je vous en prie, vous êtes avocat d'aller jusqu'au bout. Le président de la République n'a jamais intervenu dans une décision judiciaire au Cameroun. Mais on sait comment ça se passe. Non, attention.
Attention. Ça, c'est... Je ne peux pas vous rappeler le code pénal, c'est outrage au chef d'État. Pardon? Ah, mais c'est outrage. Caractérisé par quoi? Mais c'est le chef des armées. en même temps... Oh là C'est le là. chef des armées. En même temps, Et le chef on de la délit armée. Messieurs, le délit Monsieur Stapi et le délit Roland, Maître Pincé à la parole. fausse nouvelle que vous connaissez très bien, parce qu'il faut faire très attention. Vous racontez quelque chose dont vous n'avez aucune preuve, parce que je vous connais un peu plus prudent, comme étant, j'allais dire, un des juristes sérieux du SDF. Mais quand vous affirmez, Ubi Urti, que le président de la République dicte les décisions, vous savez très bien que c'est faux. Donc je voudrais quand même qu'on apporte un peu plus de mesure dans nos propos. Je sais très bien qu'il y a trop de passion dans ces genres de procédures. Le président n'a jamais appelé quelqu'un. La deuxième chose, vous avez dit deux choses contradictoires. Un de vous, tout à l'heure, parce que je vous mélange tous ensemble, a dit que ceux qui avaient commencé le procès, c'est-à-dire ceux qui faisaient des revendications d'ordre catégoriel, ont été libérés. C'est-à-dire, on les avait d'abord poursuivis, après ils ont été libérés. Oui. Ça veut donc dire que, en fin de compte, le tribunal arrive quand même à juger. Vous savez très bien, vous, en tant qu'avocat, que lorsqu'on vous prend et qu'on commence à faire des enquêtes, on peut même vous mettre en garde à vue, mais après on vous libère. Mais ceux-là même n'ont même pas fait l'objet de poursuites, et je pense que ils ont été poursuivis. Non, on a abandonné, on a arrêté les poursuites. Donc les affaires sont, en ce qui les concerne, terminées. Mais il y avait des accusations. Le président de la République a ordonné. Je vous en prie, Maître Tapi, permettez à Maître Pincé des poursuites. Si le président de la République peut intervenir en justice et ordonner qu'un individu qui est poursuivi sans jugement soit acquitté et qu'il rentre chez lui, vous comprenez bien la nature politique de ces juridictions-là, où le chef de l'État peut intervenir directement pour arrêter les poursuites. Ça ne se fait dans aucun autre pays. Excuse-moi. Dans aucun autre pays, il n'y a qu'au Cameroun où le président de la République peut intervenir en justice. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me permets de vous rappeler les dispositions de l'article 64 du Code de procédure pénale. Je vais vous le lire, parce que vous savez l'avoir oublié. Le procureur général près de la Cour d'appel peut, sur autorisation écrite du ministre de la Justice, requérir par écrit puis oralement l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'interdiction d'une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique. C'est ce qui s'est passé. Non, c'est ce qui s'est passé. L'article 12 de la loi portant organisation du tribunal militaire donne compétence au président de la République d'instruire le ministre de la Défense d'arrêter les poursuites. Le président de la République. Une fois que ces précisions ont été faites, restons sur l'implication politique ce qui s'est passé avec de ce procès. Je vous en prie. Des anglophones. Restons sur l'implication politique de ce procès. Le ministre de la Défense. Excusez-moi, j'ai ici l'article 12 et ce n'est pas du tout ça. Je le laisserai à que tout le monde lise. L'article 12. Ce n'est pas du tout ça. Il y a eu un communiqué signé du secrétaire général de la présidente de la République qui annonçait que le président de la République a demandé l'arrêt des poursuites judiciaires. Mais le président de la République, à ce moment-là, ça se passe d'une manière technique, ça se passe par le parquet général, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, sur les implications politiques de la décision qui a été prise concernant Tabé. Maintenant, au moment où on se dirige vers la rentrée scolaire, au moment où le gouvernement appelle au dialogue, d'aucuns ont du mal à comprendre la sentence, la sanction pénale qui a été prononcée. Bon, alors, permettez-moi de vous lire les dispositions de l'article 103 du Code pénal. Parce que la décision qui a été rendue, parce que tout à l'heure, tout le monde a parlé d'hostilité contre la patrie. La décision qui est prévue par la loi, l'article 102, c'est la peine de mort. Par contre, si la juridiction peut réduire cette peine, parce que c'est ce qui est prévu dans la loi, et en cas de réduction de peine prévue par les articles 102, 103 ci-dessus, la peine privative de liberté est celle de l'emprisonnement à vie. Je pense qu'il y a une hiérarchie au niveau de la cascade. On passe de la mort et à vie. Et tout à l'heure, je crois que Edmond Kamga a dit quelque chose qui me semble être vrai, en disant que si la procédure va jusqu'au fond,
Il peut y avoir d'autres mesures qui soient prises par le président de la République. Ça peut être la grâce, ça peut être l'amnistie, ça peut être le fait qu'ils disent que vous n'allez pas accomplir votre peine. Il y a dispense de peine. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être tout autour. Et je crois tout simplement que cette décision-là qui a été rendue, à mon avis, ne semble pas être la décision définitive, puisqu'il y a déjà les voies de recours et les possibilités, lorsque les recours seront épuisés, d'avoir donc une décision politique qui, je l'espère, sera prise par le président de la République. Est-ce que vous mesurez l'impact de cette décision sur la situation dans les régions en guerre? Oui, il fallait que ça se fasse. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tuer les militaires et rendre cette population dans cette situation-là par des petits apprentis sorciers. Dans cette condition-là, ce qu'ils ont fait, c'est un attentat contre l'État. C'est extrêmement grave. Vous prenez ça très mal. J'ai l'impression que, même Biko l'a dit, il y a le politique et les morts, et ceux qu'on a tués, ceux qu'on a assassinés, et les enfants qu'on ne permet pas d'aller à l'école. Vous estimez que c'est rien? Le politique ne peut pas englober. Lorsqu'il y a une procédure pénale, vous dites qu'il y a des crimes, mais monsieur, on engage, il y a des informations, une information qui est ouverte. Il y a une procédure qui est ouverte. Je crois qu'il est naïf de croire qu'on tue des gens et parce qu'on prétend qu'on fait de la politique, on abandonne les poursuites. Ce pays-ci doit être gouverné. Ce pays-ci est régi par des textes de loi, n'en déplaise. Que les avocats puissent plaider l'incompétence, qu'ils puissent se taper sur le tribunal militaire, dire que les juges militaires n'ont pas le cœur, qu'ils n'ont que le fait qu'ils sont aux ordres. Et dans le cadre d'une injure, alors qu'on nous demande d'avoir quand même un certain nombre de respect vis-à-vis des cours et des tribunaux, dans notre langage qui doit être un peu plus mesuré. Je dois dire tout simplement qu'il ne faut pas oublier les victimes aussi, dans le cadre de cette affaire. Gouverner, ce n'est pas de l'angélisme que je trouve dans un certain nombre de propos. Gouverner, c'est également prendre des décisions et avoir le courage de le faire. Et je dis que si on doit aller jusqu'au bout, il faudrait que les gens sachent, et ça doit être un donné à penser, que lorsque vous tuez, lorsque vous donnez des instructions pour tuer, lorsque vous financez le terrorisme, il doit savoir que vous pouvez être condamné à mort, mais comme on ne le fait plus au Cameroun, condamné à vie. Alors, dans d'autres pays où c'est arrivé, je vous dis en Chine, où par exemple, tout ce qui concerne les détournements de données publiques, on a réglé le problème. Vous détournez les données publiques, on vous fusille, vous et le reste. Et je peux vous assurer que le problème a été réglé. Alors, donc, ce qui est en train de se passer, c'est que moi, je vous dis, je ne suis pas garde des sceaux, mais si je l'étais, je donne au procureur de requérir avec une extrême fermeté, et c'est ce qui doit se passer, et que, je dirais même ça, au procureur de la République, qui ont l'opportunité de poursuite sur tous ceux qui prennent des positions dans le cadre de l'opportunité de poursuite. Alors, le SDF estime que c'est une faute politique de la part du gouvernement au moment où il y a une volonté d'aller vers l'apaisement dans ces régions anglophones. Comment vous réagissez? Rien n'empêche l'apaisement. Les gens doivent savoir que celui qui tue, d'ailleurs on le dit dans la Bible, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc vous tuez, vous devez savoir que votre sort doit être aussi réservé. Si on l'a dit dans la Bible, bon, pourquoi pas encore qu'on le dise dans les textes. Après vous, Emmanuel Princy, j'aimerais... Oui. Je voudrais dire sur ce point-là que je voudrais que moi, je suis celui qui veut la paix dans ce pays-ci. Ça m'ennuie beaucoup. Il a parlé tout à l'heure de Bamenda. Mais moi, quand je vais à Bamenda, je dors chez qui? Je dors chez les Mouna. Oui. Donc, j'aime Bamenda. Vous ne pouvez plus. Je ne peux même plus. Et votre gouvernement ne veut rien faire. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat qu'on peut prendre à la rigolade. Nous sommes tous soucieux de la paix dans ce pays, mais il faudrait également que les textes de loi soient appliqués. Il ne faudrait pas après que vous veniez ici, comme je fais la politique, vous me laissez, vous allez venir dialoguer avec des assassins ou ceux qui financent le terrorisme. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Chacun choisit. Oui, le SDF n'est pas un parti de pouvoir, c'est un parti d'opposition. Votre position a été bien comprise. Attendez. Le SDF, c'est que c'est le nord-ouest et le sud-ouest qui, là où ils ont leurs électeurs. Et comme vous n'avez que 300 000 voix. Vous avez été battu par le Cabral Libye, et même par le MRC, à force de vouloir
Sur le faire débat une politique de ce Maintenant, genre, Roland vous Diouf êtes a en la train de parole. vous Maître Pensy. perdre. Roland Diouf a la parole sur la position que vient de prendre Maître Pensy du RDPC qui estime qu'il ne faut pas rester, le gouvernement ne doit pas rester insensible face à ceux qui sont considérés comme les artisans du terrorisme sur le théâtre de la crise anglophone. Ils doivent être punis tel que prévu par la loi et cela n'exclut pas d'aller vers l'apaisement et le dialogue et une rentrée scolaire effective dans les régions anglophones. Est-ce que vous avez la même perception de la réalité sur le terrain? Évidemment non, mais avant, je me permettrai un petit constat. Tout à l'heure, j'ai sursauté lorsqu'on a pris l'exemple de la Chine. Je me suis dit, oh là là, quel exemple! Je veux dire, si on a des démocrates au Cameroun qui ont pour exemple de répression le modèle chinois, on n'est pas très loin de la Corée du Nord. Et j'aimerais suggérer à ceux qui peuvent avoir ce genre d'exemple d'inviter aussi l'exemple saoudien pour réprimer ceux qui prennent des libertés avec l'argent public. Vous savez, dans ce contexte-là, il y aurait très peu de mains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront très très peu de mains. Parce que vous savez, quand vous êtes pris flagrant délit de vol dans ces pays-là, on vous coupe la main. Donc, inspirez-vous aussi de ces exemples-là. Comme ça, le vous le cessez. Ouais, Le vous le cessez. Non, c'est... Donc, tout à l'heure, j'ai également entendu quelqu'un dire, lorsque Maître Pensy disait que le chairman a pris sur lui de rencontrer M. Biya par rapport à la crise anglophone, Maître Pensy a cru devoir nous dire, le président l'a reçu et il a conclu brillamment, il y a eu dialogue. C'est ce genre d'anachronisme-là, c'est ce genre de petits raccourcis qu'on voit bien quand on a en face de nous des gens qui font tout, sauf chercher vraiment des solutions. Si c'est ça le dialogue, dites-moi donc, c'était quoi à Genève? Parce qu'à Genève, on nous a dit qu'il y a eu une faction des sécessionnistes qui ont été reçus. Ceux-là sont plus, comment on dit, plus fréquentables qu'à Youktabé finalement. Parce que je ne comprends pas la logique qu'il y a dans le fait de se déplacer. Donnez-moi ces noms de ceux qui ont été reçus à Genève. Puisque vous êtes au courant, moi je... Maître Pensy, je vous ne en connais prie. pas. Permettez à Roland Diouf d'aller. Oui, mais il parle dans l'abstraction. Donnez-moi Allez-y ces noms. Roland, allez-y Roland, vous avez la parole. On a entendu la diplomatie suisse nous informer de ce qu'elle menait des consultations pour régler la crise anglophone et qu'elle avait reçu des factions sécessionnistes, qu'elle avait reçu aussi les agents du gouvernement. Alors, comment se fait-il donc qu'on puisse être dans un processus de dialogue à l'extérieur en plus, pour des gens qui sont un peu attachés à la souveraineté, je ne sais pas trop, en Suisse, et quand on revient au Cameroun, d'autres acteurs de ce mouvement-là, on se presse de les condamner à vie, en voulant nous faire croire que c'est ça être mendiant de la paix. Vous savez, vous qui avez convoqué l'exemple chinois, je vous convoque un autre chinois, Deng Xiaoping, qui avait dit que le seul critère de vérité, c'est la pratique. Dites ce que vous voulez, mais c'est ce que vous faites qui montre qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous proclamer mendiant de la paix et vous ficher de 2000 morts. Vous avez dit, et les morts alors? Vous avez dit avec beaucoup de passion. Le romantisme ou ce caractère de savoir angéliser les choses que vous avez reproché tout à l'heure à Maître Tsapi, vous l'avez vous-même convoqué en disant, et les morts? Je vous repose la même question, Maître Pensy. Et les morts? Qui sont ceux qui ont fait les 2000 morts environ, qui est le bilan de cette crise humanitaire qui se noue à nos portes? Finalement, vous prenez peut-être à la légère les personnes déplacées que nous voyons depuis ces jours-ci dans les réseaux sociaux. Vous pensez que ces personnes-là croient à votre discours de mendiant de la paix? Ces personnes n'y croient pas du tout parce qu'elles vivent à Bamenda des exactions. Elles vivent à Bamenda des exactions causées, entre autres, par des personnes qui sont supposées assurer leur sécurité, qui les confondent allègrement à ce que vous appelez, vous, des sécessionnistes. Parce que, les sécessionnistes n'ont rien fait. Oh là là. Les ambassadeurs n'ont rien fait. Ça devient pénible. C'est des anges. Je vais vous dire quelque chose de simple. Oui. C'est très pénible. Oui. Lorsque chaque fois... C'est très pénible d'avoir une contradiction. Et ce que vous faites, si on pouvait appeler ça la contradiction, je serais très heureux. Ça s'appelle le désordre. Non. Vous me laissez parler. Messieurs, laissez parler. Je vous dois beaucoup de respect. Je vous prie de respecter modestement mon temps de parole. Et vous allez réagir après.
informez vos camarades que ça doit souvent faire partie de vos écoles de formation. Il semble que vous formez les gens. Monsieur, c'est moi qui vous forme, je vais former vos formateurs. On reste sur le débat de fond. Attention, On reste sur le débat de fond. parce que nous sommes à la table. Vous vous trompez de sœur. Vous peut-être. exprimez son point de pour vue. être poli et respectueux envers vos aînés. Son point de vue, Maître Pincy. Voilà, je l'écoute, mais il faut Alors, qu'il soit sérieux. Maître Roland Djehou, vous avez la parole. Je vous en prie, poursuivez votre analyse afin de permettre aux autres panélistes de réagir. Si vous convoquez les notions de respect, J'ai dit parler de l'analyse, ne parlez pas de moi. Je vous en prie, Maître Pincy, permettez qu'il s'exprime, il réagit J'étais donc à disant que vos propos en tant que militant du RDPC. Si Il est du MRC, vous avez la parole. convoque les notions de respect, le respect est dû aux aînés. Je suis le premier à le clamer haut et fort. Mais le respect, il est réciproque, il est mutuel. Et le respect minimum, même quand, si vous voulez vraiment dériver du débat pour devenir le formateur avocat que vous avez prétendu, même Que j'ai lorsqu'on prétendu Demandez à Sapi, c'est pas même prétendu. lorsque nous sommes dans nos J'ai formé vos formateurs. lorsque nous sommes dans nos joutes d'avocats, le minimum, c'est qu'on respecte. Même quand vous faites de la politique. Alors, à la revenons déontologie sur, s'il vous plaît, professionnelle. messieurs, revenons Ça, sur il le faudra débat. savoir. Monsieur, sur le S'il vous débat. plaît. Même pendant S'il le vous débat, plaît. Maître il y a les Pincy, règles de déontologie professionnelle. Maître Pincy, Maître Roland Djehou, Maître Chapi, Ça, il messieurs, faut parler d'une certaine manière. messieurs, vous êtes Je sur n'autoriserai pas ça. Monsieur Pincy, je vous en prie, vous êtes sur droit de réponse, c'est un débat Voilà. républicain. Vous êtes des représentants des formations politiques qui sont engagées à D'accord. l'Assemblée Qui ne nationale vexent pas. et dans les élections. Vous avez donné un point de vue sur le débat en donne son cours. point de vue. Permettez qu'il puisse s'exprimer également. Maître D'accord. Roland Djehou, allez-y, je vous en prie. D'accord. Je remercie les mendiants de la paix qui veulent prêter les mots et même les formules et les réflexions aux autres en disant qu'ils respectent leur point de vue. Cela étant dit, convoquons tout à l'heure ce que vous avez appelé l'arrêt des poursuites pour justifier le fait qu'on peut trouver du bon sens dans cette décision qui en manque manifestement. On n'est pas à l'abri de cette sorte d'esbrouf qu'on a vu ici même à Douala lorsqu'on a arrêté les poursuites à l'encontre de notre consoeur. Par exemple, M. Noki, on les a repris nuitamment pour les condamner finalement. C'est une manœuvre de mon point de vue. Il n'y a aucune volonté réelle dans toutes ces démarches que nous voyons du point de vue du gouvernement pour arriver à l'apaisement. Au contraire, tout ce qui est fait tend à jeter de l'huile sur le feu. N'en déplaise, l'analyse que j'étais en train de faire montrait que on ne peut pas en même temps prétendre être mendiant de la paix. On ne peut pas en même temps avoir ouvert, dit-on, des négociations avec certains sécessionnistes et vouloir nous faire croire le lendemain qu'on est suffisant, on est désormais très horrifié d'autres sécessionnistes. Et la camisole de force dans laquelle on veut nous faire entrer au RDPC. Tout à l'heure, parce qu'on est un peu en divergence d'opinion, on a convoqué des mots comme outrage au chef de l'État. Des choses comme ça. Moi, je vais vous dire, lorsque nous pensons que c'est une décision aux ordres, premièrement, ça n'a rien à voir avec le respect qu'on peut avoir pour les magistrats, y compris les magistrats militaires. Encore moins l'institution qu'on peut appeler président de la République. Faire une analyse, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas parce que ça ne vous plaît pas que c'est un outrage. À moins que vous ayez inventé une infraction désormais que vous appelleriez peut-être hostilité contre le mensonge. Article 153. Oh là là, c'est pas Et sur le possible. théâtre de la crise Nous anglophone, disons simplement messieurs, ceci. À l'analyse des faits, la juridiction militaire, au-delà des questions de compétences, est une juridiction dans les mains, non même pas simplement du gouvernement, mais du président de la République, aussi bien en ce qui concerne la poursuite qu'en ce qui concerne la condamnation. Le principe de la hiérarchie veut dire ce que ça veut dire, que cela plaise ou pas. Et donc, vous ne pouvez pas vouloir peindre en ange une décision qui intervient dans ce contexte-là en lui attribuant des adjectifs comme indépendant, impartial. C'est de la logique élémentaire et de base, n'en déplaise. Alors, N'en et sur le déplaise. théâtre de la crise anglophone, après vous, Roland Djehou, il y a la province ecclésiastique de Bamenda, où les évêques catholiques ont adressé une lettre ouverte à tous les acteurs impliqués dans le cadre de la crise anglophone. Edmond Kamgia, une lettre ouverte pour appeler à l'effectivité d'une rentrée scolaire sur le théâtre de la crise anglophone. Au moment où les populations quittent de façon massive les principales villes de ces régions du nord et du sud-ouest pour se mettre à l'abri d'éventuels affrontements armés entre ces groupes séparatistes et l'armée camerounaise et leur probable impact sur leur vie et leur situation humanitaire. Comment cet appel
des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda peut-il être compris en ce moment précis? L'appel des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda montre que le clergé de cette partie du pays joue son rôle, joue pleinement son rôle. Parce que le clergé doit appeler au calme, le clergé doit appeler à la reprise normale des activités et en particulier au retour à l'école. C'est le rôle du berger, c'est le rôle des bons pasteurs pour que les choses se passent normalement. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier que les mêmes clergés, dans un passé récent, ont écrit des lettres, ont attiré l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur la situation qui prévalait dans ces deux régions. A même interpellé les membres du gouvernement, le chef de l'État, pour qu'une solution rapide, passant par le dialogue, soit trouvée. Mais ce dialogue n'a toujours pas été ouvertement annoncé, ni on ne sait pas s'il y aura un programme de véritable dialogue. En m'arrêtant simplement à ce message, j'ai d'abord dit qu'ils sont dans leur rôle, mais en même temps, c'est une façon, non seulement d'accompagner, parce que l'Église a également ce rôle, parce que nous sommes dans un État laïque, d'accompagner le gouvernement dans ses missions régaliennes, l'éducation. On doit encourager le retour à l'école. Sauf qu'on est dans une situation très complexe aujourd'hui. Quand je parlais, derrière ce message, il y a une interpellation. Non seulement de la société civile, de tous les Camerounais, mais précisément des pouvoirs publics. Que voyez-vous, nous aussi, nous voulons que les parents envoient leurs enfants à l'école. Nous encourageons à aller à l'école. Mais qu'est-ce qui est fait pour empêcher qu'il y ait cet exode auquel on assiste? Parce qu'on l'a dit ici, sur ce plateau, les populations, massivement, on voit les images sur les réseaux sociaux, sont en train de quitter le nord-ouest en particulier, même certaines régions du sud-ouest également, qu'on ne voit pas beaucoup. Les gens quittent pour se retrouver du côté de Douala, de Bafoussam, et j'apprends que la région de l'ouest est engorgée. Récemment, il y a quelques mois, le gouverneur de la région de l'ouest donnait un nombre estimatif de populations déplacées qui sont arrivées, n'est-ce pas, dans sa région. Mais aujourd'hui, il faut en parler en termes de double ou de triple. Ils sont plus nombreux, les déplacés qui sont arrivés à l'ouest, dans le littoral et dans d'autres régions du pays. C'est pour dire, en définitive, il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que depuis 2016, depuis l'éclatement de cette crise qui s'est transformée en guerre en 2017, fin 2017, du fait de l'incompréhension, des gros malentendus entre le pouvoir et les bandes et groupes séparatistes, sur les questions d'abord corporatistes qui ont été globalement résolues. Les questions corporatistes concernant les avocats et les enseignants ont été globalement résolues. Mais les questions de fond qui sont restées sont éminemment politiques. Et on ne peut retourner à une paix durable, sincère et définitive que si les questions politiques sont réglées. Donc pour qui est retour à l'école? Je pense que le message que font passer les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, c'est de dire oui, nous appelons, nous aussi, au retour à l'école. Mais regardez vous-même, vous qui gouvernez ce pays, est-ce qu'il est possible véritablement qu'il y ait école dans les conditions que nous voyons? Donc c'est une grosse interpellation qui nous concerne tous. Alors après vous, Maître Tsapi, la région de l'Ouest qui subit les effets dévastateurs de cette crise anglophone, vous avez certainement parcouru cette lettre ouverte des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Elle est publiée après celle qui a été faite par Mancho BBC et Ngalim, qui également, eux aussi, continuent de prêcher l'évangile d'un retour à l'école, interpellant la communauté éducative, le gouvernement et même la diaspora anglophone qui doit également se mettre dans cette mouvance-là. Quel est l'enjeu? Oui, je voudrais déjà dire que il n'y a pas que le nord-ouest et le sud-ouest qui est affecté par la crise anglophone sur le plan éducatif. Je voudrais également vous révéler que dans la région de l'ouest, dans le département de la Ménois, si vous prenez une zone comme Fongo-Tongo qui est limitrophe au département de l'Ebialem, qui est l'un des hauts lieux des séparatistes, dans cet arrondissement, qui est un arrondissement du département de la Ménois, il y a près de 11 écoles primaires qui ont été fermées depuis plus d'1 an et demi.
et qui n'ont jamais ouvert et qui n'ont jamais été réouvertes et qui ne sont même pas prêts à réouvrir parce que le BIR a installé une base dans ce village-là et il y a des affrontements permanents avec les sécessionnistes. Et dans l'arrondissement de Santou également, vous avez un village comme Fondonera où près de 6 écoles primaires ont été fermées définitivement et ne sont pas ouvertes jusqu'à ce jour. Donc c'est pour dire que même dans la région de l'Ouest, le système éducatif est affecté par la crise anglophone. Maintenant, vous savez que l'Église catholique était très fortement implantée dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest avant le début de la crise. Non seulement cette Église catholique était fortement implantée, mais cette Église avait les meilleures institutions scolaires. Si vous prenez un collège comme Sacred Heart College à Bamenda, c'était une institution de référence pour la qualité des enseignements et un institut féminin avec un internat. Vous avez beaucoup d'autres établissements anglophones, que ce soit à Bamenda, à Kumbo, à Ndop ou bien à Boya, à Kumba. Vous avez également beaucoup d'institutions catholiques, primaires, secondaires, universitaires. Donc l'église catholique est fortement affectée par ces crises-là. Et l'autre chose, c'est que les enseignants qui dépendent du système éducatif catholique sont sans salaire depuis 36 mois. Et ils se sont plaints, ils ont même préparé une grève pour dire qu'il faut qu'on les paye. Visiblement, on ne peut pas les payer parce qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de cours. Avant la décision qui vient d'être prise par le tribunal militaire contre les leaders séparatistes, il y avait déjà plus de 50% de la population scolaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui avait émigré dans les zones francophones. Avec cette décision, on risque d'atteindre le cap de 80% des élèves anglophones qui émigrent dans les zones francophones pour essayer de trouver une place. Et le message de l'Église catholique est extrêmement important parce que l'autre chose que nous avons constaté en observant sur le terrain, c'est que les élèves anglophones qui émigrent dans les zones francophones, la déperdition scolaire est pratiquement de 70%. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'élèves qui vont dans les zones francophones qui n'arrivent plus à fréquenter. D'abord parce que leurs parents n'ont plus de moyens et ensuite parce que les institutions scolaires même des zones francophones sont saturées. Oui. Alors ça crée un problème social extrêmement grave. Et je pense que le gouvernement devrait prendre très au sérieux cette question. Moi, je ne comprends pas ce qui empêche à Paul Biya de prendre une décision politique, celle que le SDF a conseillée, celle que les autres partis politiques ont conseillée, celle que la société politique a conseillée, celle que la société civile a conseillée, à savoir de régler ce problème par le dialogue. Si le chef de l'État et le RDPC et tous ceux qui l'entourent veulent faire croire qu'ils peuvent régler ce problème par la force, parce que j'ai vu dans certains commentaires, les gens ont dit, bon, quand la population va partir, l'armée sera seule face aux Amazoniens, elle va les écraser facilement. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Aucune armée, on l'a vu en Iran, aucune armée n'a jamais pris le dessus sur un peuple, fût-il la meilleure armée du monde. Le Shah d'Iran avait la meilleure armée du Proche-Orient. Mais cette armée n'a pas pu, vu le message de Yatollah Khomeini, cette armée n'a jamais vaincu le peuple. C'est le Shah d'Iran qui est parti. Et l'armée, la population est restée. Donc moi je pense que la solution de force, la solution militaire que le chef de l'État et son gouvernement veulent imposer dans la crise anglophone, c'est une solution d'échec. Et je pense que l'Église catholique a bien fait de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme. Ils sont dans leur rôle de chercheurs de la paix. Et je pense que le gouvernement gagnerait à suivre ce message. Alors nous sommes justement à une semaine de la rentrée scolaire. Serge Mebikoy, les enjeux sont importants pour l'effectivité d'une rentrée scolaire dans les régions anglophones. C'est une préoccupation à la fois pour Mancho BBC, Félix Ngalim, qui étaient également, eux, au cœur des premières manifestations sociales en 2016 à Bamenda. Il y a la province ecclésiastique qui, elle aussi, appelle le gouvernement, les Amba Fighters, la diaspora anglophone et la communauté éducative à s'engager pour la rentrée scolaire. Pour autant, il y a cette décision de justice qui est tombée au moment où personne ne l'attendait. Quels sont les enjeux? Comment aller vers une décrispation dans un tel contexte? Je pense manifestement que des solutions
ont déjà été formulées par des acteurs de la société civile, des hommes politiques, de même que d'autres organisations internationales, dans l'optique justement de créer cette discrimination politique. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, l'on ne voit pas l'activation du gouvernement camerounais à pouvoir travailler dans ce sens. C'est pour cela que des inquiétudes sont toujours formulées jusqu'à l'heure actuelle. Je me souviens en l'occurrence que depuis que la crise socio-politique a commencé à sévir dans les zones anglophones, il y a eu des mécanismes d'action et des stratégies qui ont été justement formés dans ce sens. Mais on a l'impression que on ne veut pas s'attaquer à l'essentiel. Parce que justement, Edmond relevait tout à l'heure qu'il y a deux dimensions de la résolution de la crise socio-politique actuelle. Il y a des solutions politiques d'une part et des solutions corporatistes. Certes, des solutions corporatistes ont été présentées. Mais il faut relever que le problème anglophone est éminemment politique. C'est pour cela qu'il faut véritablement que l'on puisse passer à l'essentiel qui consiste à résoudre ce problème sur le plan politique. Il y a justement eu aujourd'hui un débat portant sur, lorsque le parle de problème politique, c'est le problème de la refonte de l'État du Cameroun. Et en ce sens, il y a eu plusieurs grilles de lecture qui ont été davantage présentées. Parce que vous avez des fédéralistes, vous avez des sécessionnistes, vous avez des régionalistes, vous avez même des décentralistes. Il faut donc que, pour justement aboutir à cette discrimination politique, qui est dialogue entre les quatre grands courants de pensée dont les acteurs sont visibles. Même si aujourd'hui on peut davantage estimer que qui va parler au nom de qui. Mais je pense que depuis 3 ans, il y a eu des visites officielles qui ont été organisées dans les régions du nord et du sud-ouest par le Premier ministre qui est rentré. Et l'on s'attendait à ce que fût créé un dialogue dans ce sens. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun acteur n'a été convoqué dans ce sens. Aucun thème de dialogue n'a été formulé. Un processus n'a jamais été implémenté pour voir dans quelle mesure. Parce qu'aujourd'hui, la solution, la voie de sortie de crise idoine, à mon sens, c'est de passer au dialogue et de voir dans quelle mesure tous les acteurs, les courants de pensée dont j'ai fait mention tout à l'heure, les hommes politiques, les acteurs de la société civile, les courants religieux, entre autres, puissent justement être présentés, pas présentés, mais convoqués autour d'une table pour débattre systématiquement. Et aujourd'hui, si il arrive que c'est le fédéralisme qui aura justement des arguments convaincants pour que l'on voit dans quelle mesure on peut développer le Cameroun au quadruple plan social, politique, économique et culturel, que le fédéralisme soit justement la voie de sortie de crise. Si c'est fort au contraire la décentralisation, que l'on continue, mais que cette décentralisation puisse davantage être optimisée sur le terrain, parce que jusqu'à l'heure actuelle, il y a des forces d'inertie, il y a des pesanteurs, il y a même un ensemble de coulées de trianglement que l'on peut lever par rapport à la décentralisation qui, plus de 2 décennies après, a toujours du plomb dans l'aile. Donc, il y a ça. Lorsque l'on voit aujourd'hui les solutions qui sont posées, c'est comme si, au sein du gouvernement, il y a des acteurs, des turiféraires qui travaillent pour justement plomber le débat qui a cours à l'heure actuelle. C'est pour cela que, si vous observez comment la crise anglophone a évolué, il y a des radicaux, il y a des modérés, il y a des relativistes qui s'entrecroisent dans un contexte où l'on se rend davantage compte que c'est comme si on veut davantage travailler pour justement saper le travail, ou bien saper le gouvernement du Cameroun, saper le pouvoir de Yaoundé. Parce que vous avez des faucons du régime qui, à mon sens, ne veulent pas véritablement résoudre la crise anglophone et qui veulent véritablement que le travail puisse continuer dans ce sens. C'est pour cela que vous allez voir ces faucons du régime entretiennent l'économie de la guerre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'enrichissent derrière la guerre qui sévit dans les régions nord et du sud-ouest? On ne va pas en parler. Le gouvernement estime que ce sont les séparatistes qui, eux, sont en train de commettre des exactions sur le terrain et bloquent le processus de dialogue. Non. Il y a 2 blocs. Il y a des zones d'affront. Vous avez des sécessionnistes, vous avez l'armée républicaine, vous avez des personnes collatérales. On ne peut pas seulement étiqueter négativement les sécessionnistes. Il faut également questionner, faire une introspection du point de vue de l'armée républicaine. Parce qu'aujourd'hui, si vous criminalisez seulement un seul bloc, à savoir les sécessionnistes, que direz-vous également de l'armée républicaine? Ces 2000 morts dont on parle aujourd'hui, en termes d'incidence, ne peuvent seulement pas être imputables aux sécessionnistes. Mais on peut également questionner le processus de travail de l'armée républicaine. On peut également questionner, de toutes les façons, il y a une responsabilité collective du point de vue des sécessionnistes et du point de vue de l'armée républicaine. Parce qu'aujourd'hui, si l'on appelle les sécessionnistes à faire tomber les armes
est-ce qu'on a l'assurance que le dialogue, est-ce qu'on a l'assurance que la guerre va cesser? Si aujourd'hui on appelle les forces armées républicaines à baisser également la garde, c'est pour cela que seul le dialogue peut davantage permettre aux uns et aux autres de pouvoir débattre de cela. Donc, c'est un problème qui a été déjà solutionné, mais on ne veut pas passer à l'essentiel. Alors il faut aller à l'essentiel, Maître Emmanuel Pincy. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. C'est un enjeu important pour le gouvernement, pour la communauté éducative, pour le Cameroun, qui est au centre de l'attention de la communauté internationale. Comment faire dans ce contexte où il y a eu cette condamnation que vous estimez justifiée, mais également comment rassurer les populations d'une rentrée scolaire effective dans les régions anglophones dans ce contexte? Gouverner, c'est pas quelque chose de facile. Gouverner, c'est pas face à plusieurs contradictions. Et tout à l'heure, moi j'ai vu ceux qui étaient en train de dire que le gouvernement ne change pas le dialogue, il ne change que la guerre. Je crois que Bikoy a même allé plus loin en disant qu'il existe des faucons à Yaoundé qui veulent que la guerre ait lieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? De l'argent derrière. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Vous voulez qu'on les désigne ici? Je vous en prie, monsieur, permettez à Maître Pincy d'aller jusqu'au bout. Vous avez la parole. Si vous avez les preuves, vous êtes journaliste, vous allez en parler. Et dans le cadre de votre déontologie professionnelle, vous allez assumer ce que vous allez à dire. Moi, tout ce que je sais dans cette affaire, c'est que moi aussi, je voudrais que les enfants aillent à l'école. Je peux vous assurer pour avoir des enfants. J'ai vu des amis qui, au début, se réjouissaient tout simplement de ce qui se passait dans le nord et le sud-ouest. Mais quand il fallait que leurs enfants reviennent ici, et que les enfants soient perdus, si vous allez à Bonabéry, à Souza, partout, ça s'est transformé par tout simplement des zones de plusieurs anglophones qui ont immigré et beaucoup qui sont partis. Donc pour moi, c'est une situation qui est dramatique. Et lorsque vous pensez que, vous dites que c'est du fait du gouvernement et que vous mettez sur le même pied d'égalité l'armée républicaine et les sécessionnistes, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Je crois que c'est une affaire qui est très grave. Moi, je voudrais qu'il y ait des enfants à l'école. Que faut-il faire? L'église, qu'est-ce que vous proposez? Il faudrait qu'il y ait la paix. Vous savez, on ne peut pas rester dans un pays sans gouverner. On ne peut pas rester dans un pays sans rendre des décisions judiciaires. Les décisions judiciaires, on les rend sans état d'âme. Et après, lorsque les voies de recours ne sont plus possibles, il est possible qu'il puisse y avoir une décision politique au plus haut niveau. Je crois que c'est ça. On ne peut pas attendre du président de la République, contrairement à ce que dit Sapi, il ne peut pas téléphoner à un magistrat. Son rôle, c'est d'attendre que la procédure soit terminée pour pouvoir prendre une décision politique. Et il a su le faire plusieurs fois. Donc, je pense que c'est ça. Il ne faut pas faire de la surenchère parce que la situation est déjà très difficile en ce sens. Mon ami Sapi, qui connaît très bien le Cameroun, vous a expliqué comment ça s'est passé à côté de Tchang, comment les gens ne vont plus à l'école, comment les enfants sont dans une situation terrible. Et tout ce qu'il a dit là, sur cette situation de ces enfants, c'est quelque chose, je crois à ce qu'il me dit, parce que ça me semble être des choses qui existent. Et moi, je suis le premier meurtri, étant père d'enfants, pour vous dire, moi j'ai de la chance que mes enfants sont nés en France, ils sont restés en France. Mais pour tous les Camerounais qui sont à Bamenda, qui n'ont pas les moyens et qui sont pouvoir se retrouver en France, à Douala ou dans d'autres villes. Je vous dis que c'est dramatique. J'ai moi-même, je peux vous dire, je suis en train de payer des écoles pour des enfants dont les pères n'ont pas les moyens. Là, par exemple, j'ai dû payer, par exemple, des tenues pour le lycée de Newbert. Je sais qu'une tenue, c'est 17 000. J'en ai acheté quelques-uns pour favoriser et aider les gens. Mais moi, tout seul, je ne peux pas faire pour plusieurs personnes. Et c'est pour cela que même les sécessionnistes et tous ceux qui font la guerre doivent savoir que l'éducation des enfants est quelque chose d'absolument primordial. Les gens ont fait fausse route. Ils n'ont pas appliqué la loi. Maintenant, l'histoire doit retenir qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun. Et que, mais le gouvernement fait la guerre aussi. Tous les gouvernements, le gouvernement est obligé de répliquer lorsque on fait la guerre. Oui. On fait la guerre, le gouvernement ne va pas réagir et faire bisous à ceux qui tuent. Donc, on va également réagir. Et sur ce point-là, ce que vous, en tant qu'homme politique, vous devez faire, et je crois que c'est ce que Frondi a demandé également, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une paix qui soit durable, mais là, on ne peut pas faire la paix tout seul. Il y a ceux qui se sont transformés, et ceux qui gagnent dans cette guerre, et vous avez oublié de le dire, c'est des bandes de bandits
qui sont maintenant en train d'arnaquer les populations, ceux qui se sont transformés, qui sont allés à Bamenda, dans les marchés, prendre les impôts, tirer sur les Mais populations. vous savez également que certains hauts placés, certains hauts grands commis de l'État entretiennent des milices. Je vous en prie, Entretiennent des milices sur le terrain. Vous le savez. Maître Je ne Sabri, sais rien. Certains hauts commis de l'État je vous en prie, entretiennent si des vous le milices savez, sur le Vous terrain. déposez plainte, vous êtes Maître- avocat, Voilà. Maître et vous Prince, êtes vous avez la parole. suffisamment diligent pour pouvoir le faire. Il ne suffit pas de venir dans un plateau de télévision et dire qu'on entretient Oui, des mais c'est la milices. vérité. Mais vous déposez Même le plainte, LDC entretient des milices je vous en sur le prie, terrain. je vous en prie, Dans messieurs. dans le sud-ouest et le ça, nord-ouest. tout à l'heure, vous avez fait Oui. outrage du président de la République. C'est une disposition de l'article 153 du Code pénal que je permets de vous lire. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou d'une amende de 20 000 à 20 millions ou d'une de ces deux peines seulement celui qui outrage le président de la République. Et on ajoute que En la disant vérité que- en du fait disant que le président diffamatoire, de la République- la vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée. L'infraction de l'outrage, c'était quoi? Je vous en Je prie. vous dis tout simplement Messieurs, que le parquet, Maître dans le Pensi, cadre, lorsque vous dites que c'est le président qui téléphone Messieurs, et qui Maître- fait n'importe je quoi, vous en prie, messieurs. que les autorités On avance finales, dans il faut cette faire émission. Très attention. à Maître ce que Pensi, vous on dites. Moi, avance. je suis un homme de paix. Mais- je souhaite que mon ami Tchadji Pensi, entre tranquillement chez lui à Bafoussa. faut attendre Maître Pensi, Maître Pensi, je vous en prie. à être aussi On avance agréable qu'il dans le cette fait, émission. dans le cadre Vous professionnel. permettez qu'on avance dans cette émission. On va évoquer à présent, au-delà de la crise anglophone, il y a cette lettre ouverte des avocats français adressée au ministre français des Affaires étrangères. Ils déplorent la situation des hommes politiques au Cameroun, notamment ceux de l'opposition et principalement ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au moment où le procès de Maurice Kamto est programmé pour le 6 septembre 2019. Sur ce plateau avec nous, Roland Duhou. Qu'est-ce qui justifie une telle sortie des avocats de Maurice Kamto adressée au ministre français des Affaires étrangères concernant la situation du président du MRC, ses alliés et d'autres militants de votre formation politique? D'abord, il s'agit d'avocats installés en France. Donc, il me semble logique qu'ils aient saisi les autorités politiques du pays dans lequel ils exercent, dans leur pays à eux. Ça, c'est d'un. De deux, c'est une démarche, je crois, de lobbying normal qui consiste à porter le débat sur le terrain des relations internationales, surtout pour ce qui concerne la France, qui est un pays qui se dit attaché à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Si je cite là la devise de l'État français, on ne peut pas se proclamer attaché à la fraternité et regarder un pays frère comme le Cameroun se comporter comme il se comporte là vis-à-vis des personnes et même des personnalités dont l'honneur, dont le respect n'est plus discuté dans le monde entier. Donc c'est de ce point de vue-là que je crois comprendre la position des avocats qui ont saisi le ministre français des Affaires étrangères. Surtout parce qu'il est quand même question de se poser la question de savoir c'est quoi véritablement le jeu et les enjeux autour de ce qui se passe au Cameroun du point de vue des puissances. Et précisément de celle-là qu'on appelle la France, qui a été notre puissance tutélaire. Il est question de mettre chacun devant ses responsabilités. Rappelez-vous, la France dont on parle a été mise au banc des accusés dans une situation qu'on a appelée le génocide rwandais parce qu'elle a eu une opposition de nini. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, elle ne voit pas, elle ne fait rien. Puis, quelque temps après, elle a dû envoyer une mission pour exfiltrer ses ressortissants, pour après vouloir faire comme si il n'y avait pas de responsabilité de sa part. En ce qui concerne le Cameroun, personne ne peut nier le fait que l'un des partenaires stratégiques importants du régime de Yaoundé, c'est bien l'État français. Il n'y a qu'à regarder le volume des investissements, le niveau des entreprises ressortissants de ce pays-là qui exercent au Cameroun. Il n'est donc pas possible, surtout que d'ailleurs, mon confrère René Metsapi l'a rappelé à l'entame de cette émission. Quelqu'un avait dit un jour qu'il était le meilleur élève de la France. Il n'a pas dit qu'il était le meilleur élève de la Chine ou le meilleur élève des États-Unis. Ça montre à quel point il peut y avoir un certain type de lien, au minimum diplomatique, fort entre la France et le Cameroun. Et donc, il était, de mon point de vue, de bon ton, en tout cas du point de vue de ces avocats, qui, je le rappelle, sont des avocats français, que ceux-ci interpellent
leur État. Et ils ont bien dit dans leur correspondance que cette correspondance avait vocation à être publique. Donc ils intéressaient en même temps l'opinion publique française à une situation qui concerne les droits de l'homme et qui se dénoue de manière dangereuse au Cameroun, alors qu'il s'agissait, et là il faut parler du MRC et des alliés et de nos camarades qui actuellement font l'objet d'une procédure absolument inique, il s'agissait à la base d'une simple revendication politique, de la simple expression d'une position politique qui s'est avérée être non conforme à ce que le régime en face est capable d'accepter. Et mais si on est en correspondance- démocratie, il faut être capable d'accepter la contradiction et l'opinion contraire, au lieu de condamner les gens en sortant chaque fois du code pénal des infractions pour menacer, comme celle d'hostilité contre la patrie. Parce que je vous rappelle que le président Kamto, le président élu, Christian Penda Ekoka, Albin Zongan, Paul-Éric King et tous nos camarades qui sont poursuivis à Kondengui, y compris la ménagère de l'honorable Albert Zongan, qui a eu le malheur de faire son travail ce jour-là, ils sont tous poursuivis pour hostilité contre la patrie. Pour nous qui sommes sur ce plateau, Maître Sapi et moi, je crois qu'on risque nous aussi d'être poursuivis au dit de Maître Pensi pour outrage, c'est ça? Je ne suis pas procureur. Outrage, Dans les prochaines outrage et- à la présidente de la République. C'est un avertissement. Voilà, et c'est un Et dans- avertissement, je cite, c'est C'est un rappel. je cite, c'est un Et dans cette avertissement. correspondance, messieurs, cette correspondance Ouais. des avocats français de Maurice Kamto, ils font savoir que le pouvoir en place au Cameroun instrumentalise la menace terroriste pour essayer d'obtenir de la France une forme d'accompagnement et museler l'opposition qui ne joue que son rôle au Cameroun. Maître Emmanuel Pincy, y a-t-il une instrumentalisation de la menace terroriste pour faire arrêter des opposants au Cameroun, leur attribuer des chefs d'inculpation sur hostilité contre la patrie en tentative d'insurrection, alors que semble-t-il, selon l'avocat, ils sont en train de mener des activités politiques dans une société supposée démocratique? Permettez-moi d'avoir l'avantage de connaître personnellement le leader de cette lettre, qui est le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. Christian Charrière-Bournazel, qui fut bâtonnier de Paris, a été le collaborateur de Roland Dumas. Roland Dumas a été associé à François Mitterrand dans leur cabinet qui se trouvait rue de la Bièvre, qui se trouve à l'angle entre le boulevard Saint-Germain et Cardinal Lemoine. Je l'ai connu à Paris. C'est quelqu'un de fort compétent. Mais c'est également celui qui fut l'avocat d'Ahidjo lorsque Ahidjo a traité le président Biya de tous les noms après le coup d'État. Malheureux. Donc Christian Charrière-Bournazel n'est pas seul dans le dossier. Il est avec Maître William Bourdon, dont tout le monde connaît, qui fait fortune sur les procédures de biens mal acquis, où il travaille, semble-t-il, pour des ONG, mais qui fait la fortune de son cabinet. Et j'ai moins de respect pour lui que pour Maître Charrière-Bournazel. Il y a d'autres avocats sur ce point. Il est de bonne guerre que les avocats puissent, en fin de compte, écrire des lettres à leur ministre des Affaires étrangères. Je n'y vois aucun inconvénient. Ce qui me gêne, c'est surtout par rapport à quelqu'un comme Charrière-Bournazel qui sait, et qui est quelqu'un qui sait que l'indépendance du juge, de l'institution judiciaire est quelque chose de patent. Moi, je l'ai vu dans les procès défense de la défense. Mais là, vous pensez que, politiquement, vous écrivez au ministre des Affaires étrangères français pour qu'il influence le politique camerounais, pour intervenir dans le cadre d'une décision judiciaire qui n'a pas encore eu lieu, parce que vous avez peur, effectivement, que, comme on a dit qu'il y a une infraction de hostilité à la patrie, on puisse condamner votre client à mort. Je ne crois pas une seule seconde que Kamto sera condamné à mort. Je crois tout simplement qu'il a les avocats de talent. Ils vont écarter un certain nombre d'infractions. Certainement, peut-être qu'il sera condamné, mais à mon avis, Présomption de vous avez... culpabilité. Non, j'ai dit peut-être. Vous respectiez la justice J'ai il y a dit un instant. j'ai dit que peut-être il sera condamné. Je ne souhaite pas qu'il soit condamné. Il a des avocats. J'ai mon ami Ekoka qui est là-dedans. S'ils sont libérés, vous savez très bien que ça me fait plaisir. Et si vous ne le savez pas, vous venez demain avec moi. Je vous montre des cartes de vœux que j'ai changées avec Maurice Kamto quand il était ministre de la déléguée à la justice en 2010.
Donc, j'ai rien contre lui. Mais je dis, nous sommes en train de parler de la lettre des avocats français. Il me semble que cette lettre-là est déplacée en ce qui nous concerne au Cameroun. On n'écrit pas une lettre de ce type dans le cadre de la procédure. Le Cameroun n'est pas une colonie. C'est une lettre spécifiquement néocoloniale. S'ils veulent venir ici, qu'ils viennent défendre leurs clients, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, la lettre peut-être aura un effet. Mais sur leurs inquiétudes concernant la situation des droits de l'homme au Cameroun, le respect des droits des justiciables et le cas des opposants camerounais. Vous pensez que les droits qui sont là, si on ne respectait pas les droits de l'homme, ils seraient ici. Ce n'est plus à l'époque d'Aïdjo où, lorsque vous parliez comme ça, là, le commissaire est là, il vous attend, on vous envoie tout droit à Yoko. C'est fini. On aurait aimé être là avec le président élu. Lui, il est embastillé. Il n'est pas élu. C'est quelqu'un qui a 500 000 voix et il a eu à peu près 14% de voix. Et c'est ça surtout. Et vous avez été élu avec 100,48%. Ce qui se passe dans le cadre de cette affaire, c'est que quand on insiste tout simplement en étant de mauvaise foi et a entraîné un certain d'innocents Camerounais dans le vague des marches qui étaient des marches insurrectionnelles, et en multipliant les marches, vous savez très bien, ces types de marches ont abouti au départ de Bouteflika, ça a abouti en 1974 au Portugal à la révolution des œillets, ça a abouti au Soudan au départ des Béchir, donc des marches pour faire un coup d'État, c'est ce que ça veut dire, parce que ça a l'air pacifique et ça se pose comme ça. Donc, Kamto est poursuivi, on laisse la justice suivre son cours. Et je sais que les magistrats camerounais savent très bien, là ils sauront très bien, en ce qui concerne cette procédure, faire la part des choses et que le procès avec des avocats talentueux aura lieu, qu'on respectera la règle de droit et les formes de procédure. On attend ce qui va arriver. Il ne faut pas préjuger d'une situation. Je ne vois pas les avocats français, dans le cadre d'une procédure aux États-Unis, écrire au ministère des Affaires étrangères, au secrétaire d'État, envoyer une lettre au président Trump ou faire la même chose dans un pays africain. Le Cameroun n'est pas une colonie et les magistrats camerounais sont indépendants. Maître Lavoisier s'appuie. L'enjeu d'une telle démarche évoquée par des avocats français sur la situation des opposants au Cameroun, notamment ceux des militants du MRC dont le procès est prévu en principe pour le 6 septembre prochain. Maître Pensy estime qu'il faut respecter l'indépendance du juge camerounais, la souveraineté de l'État du Cameroun, que la démarche peut paraître néocoloniale. Est-ce que vous avez la même perception de cette sortie des avocats français? Je crois que ce que je voudrais dire, c'est que le RDPC et son gouvernement doivent cesser de transformer nos magistrats en des simples faire-valoir. J'espère. Et je ne comprends pas qu'un magistrat sérieux, grand frère, vous êtes un des ténors du barreau, ça me surprend qu'un magistrat sérieux reçoive le dossier d'un militant politique qui est en train de mener des activités politiques, qu'un magistrat sérieux le traduise au tribunal militaire. Moi, je pense qu'il y a des choses moches, des choses ridicules en droit, que le juriste, aucun juriste sérieux ne doit soutenir. Ne doit cautionner. Nous sommes tous, nous avons tous appris le droit et nous connaissons comment cela se passe. Moi, je pense que vous, en tant que l'un des ténors du barreau, le barreau du Cameroun qui est à l'avant-garde de la lutte pour les libertés, vous deviez vous-même dire que ce qui se passe dans l'affaire Kamto et autres, c'est honteux pour la justice de notre pays. Et je crois que les avocats français de Maurice Kamto, ce n'est pas du néocolonialisme. Aujourd'hui, le droit est international. Vous partez défendre les affaires à Paris, en France. Vous allez défendre les affaires en France et vous vous en vantez. Mais je ne puis jamais un président français pour intervenir dans le cadre de mes procédures. Mais c'est parce que les avocats français ont trouvé que c'est tellement ridicule pour la justice tout court. Ils ont écrit pour demander quoi? Pour demander au ministre français des Affaires étrangères d'intervenir pour qu'on arrête ces procédures contre des militants qui étaient en plein droit de l'exercice de leurs activités politiques. Parce que vous vous dites que le président Kamto n'a pas été élu. Oui. Si vous le dites, qui doit se plaindre? C'est une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil constitutionnel s'est senti offensé par la réclamation de Maurice Kamto?
Pourquoi vous du RDPC, vous vous substituez au Conseil constitutionnel pour vous plaindre? Et à Ilekam pour vous plaindre. C'est le RDPC qui organise les élections dans ce pays. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi on dit que vous dites que quelqu'un, un politicien qui revendique la victoire dans une élection devient un terroriste? Ça devient du terrorisme. On doit le condamner à mort et vous avez lu la peine. On doit le condamner à mort devant le tribunal militaire parce qu'il a revendiqué la victoire dans une élection. J'ai dit, c'est dit que ça fait honte à notre pays. Et je vois mal comment est-ce que les avocats de l'État du Cameroun, mandatés, payés par nos impôts, parce que l'État du Cameroun, moi je vais au tribunal militaire et je défends les anglophones devant le tribunal militaire. Le gouvernement a toujours constitué des avocats payés par nos impôts. Mais je verrais bien comment les avocats de l'État du Cameroun vont soutenir que des gens qui ont marché à Bafoussam pour réclamer qu'on règle la crise dans le nord-ouest sont arrêtés et traduits au tribunal militaire de Yaoundé, arrêtés à Bafoussam pour avoir marché, confrère. Il y a les tribunaux militaires à Bafoussam. Vous allez soulever l'exception. Vous allez soulever l'exception. Messieurs, je vous en prie. Donc, je voulais dire que l'affaire Kamto et l'intervention des avocats français renforce l'argument selon lequel le tribunal militaire est un tribunal politique. Alors après, c'est un tribunal éminemment politique. Il y a un dernier tout table, messieurs, concernant cette affaire sur la bataille entre la présidente de la République et le gouvernement à propos des nominations des directeurs généraux et PCA d'entreprises publiques dont les mandats sont fort clos. Edmond Kamga, la nouvelle expression, en a fait grand cas cette semaine, évoquant cette bataille entre les différents responsables au sommet de l'État. Qu'est-ce qui fait problème concrètement à propos de cette affaire? Non, ce qu'il faut dire, c'est que la question portait essentiellement sur la possibilité qui est donnée constitutionnellement au président de la République de nommer aux fonctions civiles et militaires. C'est-à-dire, en réalité, c'était de savoir, en dehors du président de la République, qui peut nommer et même revoquer à des fonctions, y compris celles des DG et des directeurs généraux d'entreprises, des établissements publics. Est-ce qu'il peut permettre à une autre autorité au sein du gouvernement de nommer? Et jusqu'où? À quel niveau? C'était en relation avec le texte qu'avait rendu public le secrétaire général de la présidence de la République, qui semblait faire un rappel de manière subtile au chef du gouvernement, en passant par le secrétaire général des services du Premier ministre. La procédure déjà était pas du tout bonne. La procédure par laquelle il faisait un rappel au chef du gouvernement, qui est censé être le Premier ministre, chef du gouvernement. L'autre point de ce débat était de savoir si, en dehors du président, comme je le disais, par rapport au président de la République, qui peut nommer, je le disais tantôt, c'est l'article 8 de la Constitution. L'autre débat, c'était l'interprétation qui avait été faite par le recteur de l'université de Douala, qui affirmait dans Cameroun Tribune que le chef de l'État est un interprète de la Constitution et qu'il n'y a pas d'autre juge constitutionnel. Pour chuter, je dois dire, sur cette dernière partie du sujet, le professeur Ondoa a eu un entretien avec un avocat qui a fait une critique par rapport à sa sortie, qu'en réalité, lui, le professeur Ondoa, ne voulait pas dire que le chef de l'État est l'interprète de la Constitution, mais qu'il peut interpréter dans le sens qu'il a une faculté d'analyse et d'appréciation, mais qu'il ne peut pas se substituer au sens du juge constitutionnel. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à Maître Roland Djérou d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Maître Roland Sapi. Merci Serge-Aimé Bikoy d'avoir participé à ce débat. Merci à Maître Emmanuel Tansi d'être venu. Nous l'évoquerons, nous prolongerons le débat, messieurs. Merci également Edmond Kamga. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.